Vous écoutez Les Mystères de l'Entre-deux-Mers, un feuilleton radiophonique, un jeu de rôle, une histoire. Deux détectives de Bordeaux, Charité Petit, interprétée par Ludivine Garuse, et Jean Croissant, joué par Mathieu Romain, plongés au cœur de l'Entre-deux-Mers des années 20. L'épisode de ce jour, Le Corbeau de Sauveterre, avec comme invité Christophe Miqueux dans le rôle du Père Mathieu. Jean, tu entends les crachats de la mitrailleuse allemande au loin. Tu as la peur au ventre. Tu ouvres les yeux et tu vois le regard paniqué de tes compagnons. Tu sens que ça va commencer bientôt. Et puis, on siffle l'assaut. Tu as peur, mais tu dois y aller. Tu mets de côté ta raison et tu fonces. Et puis, quand tu vois devant toi périr tes compagnons, tu fermes les yeux, tu fonces. Tu y vas. Tu entends un nouveau coup de sifflet et quand tu les rouvres, les crachats de la mitrailleuse allemande se sont transformés en autre chose. Le bruit des rails. Tu ouvres les yeux, tu regardes autour de toi et sur la banquette d'en face, tu vois Charité qui semble ailleurs. Tu prends une grande inspiration et tu réalises que tu es là ou pas. Dans le présent, dans le passé, dans le futur. En tout cas, ton esprit s'est focalisé sur cet endroit, ce wagon. Tu prends une grande inspiration et tu regardes Charité, voyant qu'elle tient entre les mains ta lettre d'engagement qui t'amène à Sauveterre de Guyenne. Tu lui fais signe et tu tends la main en sa direction comme pour récupérer la lettre, te décidant de la relire pour te remettre dans l'ambiance. Cher monsieur Croissant, je me nomme Mathieu et je suis le prêtre de l'église de Notre-Dame de Sauveterre de Guyenne. Si je me permets de vous écrire cette lettre, c'est dans l'espoir que vous puissiez nous aider à résoudre un problème très grave qui affecte notre petite communauté. Depuis plusieurs années déjà, une série de lettres calomnieuses a été envoyée aux habitants de notre village, semant le doute et la méfiance parmi notre population. Nous avons fait de notre mieux pour identifier l'auteur de ces lettres, mais nous avons été incapables de le faire jusqu'à présent, tant et si bien que la peur hante désormais chaque foyer de notre modeste commune. L'année dernière, cette histoire a pris une tournure tragique lorsque l'un de nos habitants s'est suicidé après avoir reçu l'une de ces lettres. Nous sommes profondément choqués et attristés par cet événement et, malgré l'inaction de la gendarmerie, nous sommes plus que jamais déterminés à mettre fin à cette situation une bonne fois pour toutes. C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide. Nous avons entendu parler de vos compétences en tant que détective et nous espérons que vous pourrez nous aider à identifier l'auteur de ces lettres afin qu'il soit livré à la justice. Nous serions heureux de vous accueillir ici à Sauveterre de Guyenne pour enquêter sur cette affaire. Par ailleurs, nous sommes prêts à vous fournir tout le soutien dont vous aurez besoin pour mener à bien vos investigations. Je suis conscient que cela peut sembler être une tâche difficile, voire dangereuse, mais nous sommes désespérés et avons besoin de votre aide pour rétablir la paix dans notre village. Je vous remercie de votre attention à cette affaire et j'attends avec impatience votre réponse. Que Dieu vous garde, Père Mathieu, prêtre de l'église de Notre-Dame de Sauveterre de Guyenne. Tu vois, Charité, c'est exactement pour ça qu'on peut pas faire confiance à l'État. Les gendarmes sont même pas capables de faire quelque chose et voilà, c'est nous qu'on appelle, qu'on fait venir de Bordeaux pour cette histoire. On est là et on supplée à qui, à quoi, je sais pas. En plus, à Sauveterre, qu'est-ce que c'est que ce patelin, tu connais toi ? C'est dans l'Entre-deux-Mers, je crois. C'est même le cœur de l'Entre-deux-Mers. Malgré l'enthousiasme dont fait preuve Jean, toi, Charité, tu as quelque part une sorte de doute. Quelque chose qui te semble étrange. C'est lorsqu'il est question dans la lettre du Père Mathieu, qui vous a été envoyée la semaine dernière, de la fameuse réputation de ce dernier. Depuis la fin de la guerre, vous deux, vous vous êtes occupés que d'affaires assez secondaires par rapport à ce qu'on pourrait attendre du métier d'un grand détective auquel lui aspire. Et effectivement, un jour, vous avez eu la chance d'avoir un petit article qui est apparu dans le Courrier de Gironde. Mais à côté de ça, de là à entendre les louanges dont fait preuve le prêtre de la paroisse sauvetérienne, tu sembles quand même étonné que ce soit lui à qui on a fait appel.
Je me demande tout de même pourquoi on a fait appel à nous sur cette enquête. Notre réputation aurait si largement dépassé Bordeaux. Effectivement, c'est un petit peu étrange. Peut-être à cause de l'article dans le courrier de Gironde. Mais tout de même, nous ne sommes pas la seule agence de détectives sur la Gironde. Puis on est loin, Bordeaux, Sauveterre. Et oui, il faut au moins 2h30 à l'époque avec le train pour pouvoir atteindre Sauveterre, le cœur de l'entre-deux-mers. Et là, cela va faire effectivement bientôt 2h30 que vous patientez. Toi, Jean, tu as un peu perdu la notion du temps, mais toi, Charité, tu es resté éveillé pendant tout le voyage, comptant un à un les arrêts, jusqu'à ce qu'enfin, on vienne frapper à votre porte et que quelqu'un, orné d'un épais képi, débarque dans votre wagon pour dire « Prochain arrêt, Sauveterre de Guyenne ». Vous regardez dehors et vous constatez que la nuit est déjà en train de tomber et vous craignez de vous perdre une fois arrivé sur les quais. Savez-vous exactement où nous devons aller? On y voit peu. J'aime pas arriver la nuit. Que vous a dit le père Mathieu? Quelqu'un devait nous attendre à la gare? Effectivement, après avoir échangé par télégramme avec le père Mathieu, parce qu'il y a une station télégraphique à Sauveterre de Guyenne, celui-ci vous a informé que quelqu'un vous attendra directement sur le quai de la gare. Mais une fois que vous arrivez à quai et que toi, Jean, tu aides Charité à descendre son épais bagage, vous remarquez que vous faites vraiment tâche dans le paysage. Vous voyez un petit homme appuyé sur une canne d'un certain âge qui semble vous héler d'un point de vue du quai. Il arrive vers vous, il fait « Monsieur Croissant! Monsieur Croissant, c'est bien vous !» Oui. Je suis le vieux Jacques pour vous servir, dit-il en te présentant sa main. Enchanté, Jacques. Et vous êtes Madame Croissant, dit-il en regardant Charité. Bonjour messieurs. Non, je ne suis pas Madame Croissant. Je suis Charité Petit. Je l'assiste durant ses enquêtes dans l'agence. La bien nommée, dit-il en te regardant de bas en haut. Venez par ici. Le père, il vous attend non loin de sa paroisse, dans le presbytère. Il m'a dit de venir vous chercher. Et vous êtes qui alors, vous, du coup, Jacques, pour le père? Je travaille pour lui, enfin. Disons que je l'aide à sa paroisse. On a un véhicule pour nous amener, peut-être? Un véhicule? Non. Si moi je suis capable de monter jusqu'à là-haut, vous devriez en être capable, vous aussi. Attendez. Là-haut, c'est combien, là-haut? Derrière les remparts, 3 rues plus loin. Il regarde ensuite la valise de Charité et fait une petite grimace. Vous n'allez pas avoir besoin d'aide? Et n'attendant pas que tu répondes, il fait « Ah bah c'est tant mieux, allez, allons-y !» Le vieux Jacques, lui, semble, malgré son grand âge, ne pas manquer de vigueur, parce qu'il avance à toute allure. Et à un moment, il se tourne, il fait « Bah alors, vous vous dépêchez, la pluie va pas tarder à tomber !» Fais ce qu'on peut, puis ça monte ici. Vous inquiétez pas, on y est bientôt. Vous n'êtes pas un de ces embusqués, monsieur Croissant. Un quoi? Je vais vous dire qu'à une époque, j'étais un peu plus gaillard, mais la vie m'a pas forcément aidé à rester en forme. En haut, vous pourrez constater que nous avons un beau monument aux morts. Il a été dressé il y a quelques mois. Et j'y trouverai peut-être la liste d'un ou deux copains, qui sait. Vous arriverez enfin dans une petite cour, puis à une grande porte qui semblera déjà ouverte et que Jacques franchira sans même frapper à la porte. Arrivé à l'intérieur, vous trouverez un couloir duquel vous sentirez déjà la chaleur d'un foyer bien entretenu. Et arrivé dans une grande salle, vous rencontrerez enfin le père Mathieu. Mais avant toute présentation formelle, j'aimerais que chacun d'entre vous fasse une courte description physique de votre personnage pour que vous puissiez imaginer ou constater à quoi vous vous ressemblez les uns les autres. Donc effectivement, je suis plutôt grand, de faible constitution, enfin pas terrible en force. On sent que j'ai le corps un peu marqué. Je suis entre deux âges, j'ai 36 ans, donc je peux paraître un peu abîmé justement. Moi, je suis une femme dans la trentaine, avec les cheveux sombres et le teint assez pâle, un air vaguement triste. On voit que je suis d'un milieu aisé, mais sans ostentation. Et monsieur Mathieu ? Alors moi, je suis un homme de 54 ans, vêtu de noir, avec une taille un peu au-dessus de la moyenne, un poids peut-être un peu au-dessus de la moyenne aussi. Un homme très marqué par la vie et par peut-être quelques
quelques souffrances, quelques moments difficiles, très ancrés dans le terroir auquel j'appartiens depuis toujours. Je me déplace lentement, je prends attention à écouter les autres. Alors, quelque chose d'assez incroyable, c'est quand vous croisez vos regards, Jean et Mathieu, vous voyez quelque chose qui vous attache l'un à l'autre. Et vous comprenez très vite qu'il s'agit, en tout cas, d'une sorte, d'une sorte de passé commun. Et d'accord. Ok, donc et j'ai une question là-dessus justement. Et Charité, de voir ce truc parce que c'est présent, on porte sur soi effectivement. Comment elle pourrait le vivre? Si je suis mon personnage est censé être assez sensible quand même. Fais-moi un jet de trouver objet caché. J'ai fait 35. 35. Tu n'arriveras pas à mettre des détails, mais tu constateras qu'effectivement, il y a quelque chose qui semble unir ces deux hommes. Et quelque chose qui dépasse leur propre enveloppe charnelle. Avant que tu n'aies l'occasion d'aller dans de plus amples analyses, il y a le vieux Jack qui coupe tout moment de latence entre vous et qui fait « Bon, je vous ai ramené vos invités, maintenant je vais aller m'occuper des bêtes. » Merci mon bon Jacques. Vous pourrez revenir demain, j'aurai aussi quelque chose à vous demander. Je serai là dès la première heure du jour, mon père. Il vous salue, il fait « Bien, monsieur, mademoiselle. » Madame. Ah. Et celui-ci s'en ira, vous laissant seul au milieu d'une salle à manger qui semble déjà dressée, mais à laquelle le père n'avait visiblement pas prévu un couvert supplémentaire. Mais celui-ci n'hésitera pas à appeler une certaine Gertrude, qui viendra des cuisines et qui, voyant la compagnie, ira tout de suite chercher ce dont vous avez besoin pour manger à trois. Et précisera qu'elle aura préparé un bon potage pour vous réchauffer lors de cette première nuit d'hiver. Ravi de vous accueillir ici, cher détective. Je ne savais pas que vous étiez accompagné de madame. Je suis très heureux de vous accueillir dans mon humble presbytère, dans cette commune que vous peut-être découvrez, vous qui arrivez de Bordeaux. Oui, merci Père Mathieu. Merci beaucoup. Oui, je pensais que je vous avais prévenu. En fait, effectivement, je travaille toujours en duo. Et évidemment, sa présence est tout à fait nécessaire à la bonne résolution de cette enquête. J'ai cru comprendre que la situation était assez critique. Elle est même très inquiétante pour nous et a eu beaucoup d'impact sur la communauté. Comme vous l'avez vu dans le courrier que je vous ai adressé, il y a eu d'abord une victime qui malheureusement est décédée, s'est suicidée à l'issue de choses qui ont été dites par l'auteur de ces lettres anonymes. Et beaucoup de gens sont terrorisés, ne sortent plus de chez eux, ne viennent plus même à mes messes et vont se réfugier peut-être ailleurs. Alors que nous avons toujours ici formé une communauté unie par ce qui nous rassemble évidemment et le passé commun, mais unie aussi par notre attachement à cette église. C'est pour ça cet accueil alors un peu on aperçoit un peu de méfiance dans les rues. Peut-être. Après, ils sont prévenus que les gens sont au courant qu'on arrive. Dans notre Bastide, les choses se savent vite. Pouvez-vous nous dire, si ce n'est pas trop douloureux pour vous, mon père qui était la victime? On va passer à table. D'abord, on va passer à table. Vous allez vous installer et vous aurez effectivement un beau potage avec des petits croûtons préparés avec affection. Gertrude, justement, alors qu'elle vous servira avec amabilité, ainsi qu'un bon verre de vin chaud, flattera du coup votre arrivée et n'hésitera pas à flatter ta belle apparence physique, Jean, en disant que ça fait plaisir de voir un beau jeune homme arriver dans notre petite commune. Celle-ci se permettra d'ailleurs quelques commentaires du genre « J'espère que vous allez arrêter ce salopard qui perturbe tout le monde. Moi-même, j'ai reçu certaines de ces lettres. Bon, j'ai tout donné au père Mathieu, mais il ne balançait que des calomnies, il racontait que ma fille était une femme de petite vertu et d'autres saloperies comme ça. Ah, je connais ma petite Josiane. Jamais elle ne se permettrait de pareilles folies. » Enfin, alors que du coup, vous pouvez entamer le repas, le père Mathieu répondra donc à la question de Charité et expliquera du coup qu'il s'agit d'un certain Rodolphe Largueux,
Un ancien poilu, lui aussi, qui est revenu du front et qui s'en était bien tiré, et qui ça a été retrouvé pendu dans sa chambre. Alors, ce Rodolphe Larieux, ce n'est pas n'importe qui, parce qu'il appartient justement à la famille Larieux, qui est très connue à cette époque à Sauveterre de Guyenne. Il s'agit d'une famille prestigieuse, une famille de métayers, qui a accumulé pas mal de richesses à la suite de la guerre, car elle est passée d'un statut de métayer à un statut de vigneron, grâce à l'exode des campagnes. On ne va pas dire qu'ils ont profité de la guerre, mais plutôt des conséquences de celle-ci, et que tout semblait leur sourire jusqu'à ce que ces histoires de lettres commencent et qu'enfin, le plus prometteur enfant de la famille est retrouvé un jour pendu dans sa chambre. Alors c'est vrai que c'est intéressant, cette famille Larieux avec ce jeune homme qui se pend. C'était quoi les calomnies C'était quoi les calomnies dont il était victime ? On n'a jamais su. On n'a jamais su. On n'a jamais su parce que déjà c'est la gendarmerie qui se serait occupée de cette affaire, mais à chaque fois que le père Mathieu a essayé justement d'en discuter avec la fameuse Marguerite Larieux, excusez-moi, celle-ci n'a jamais accepté de s'en entretenir. D'accord. Alors moi ce que je propose... Père Mathieu, si vous êtes d'accord, c'est effectivement que nous mangions, j'ai faim, enfin le voyage a été un peu long, et peut-être pendant le repas on pourra parler de choses et d'autres, et surtout j'aimerais savoir si c'est possible de rendre visite à la gendarmerie, déjà demain. On va en effet prendre le repas ensemble. Je vous invite à venir dans la salle à manger et en effet, on pourra regarder à voir les gendarmes demain. Mais un mot quand même sur la famille Larieux. C'est une famille très puissante dans notre commune, très présente dans la communauté religieuse, présente tous les dimanches à nos côtés à la messe. Alors de moins en moins depuis le suicide du fils aîné malheureusement. Bon, mais qui le fut longtemps. Ça nous a d'autant plus affecté que nous les connaissions tous et que le fils avait été très présent parmi nous avant évidemment son départ pour la guerre et depuis son retour. Pensez-vous qu'il risque de percevoir notre présence d'un mauvais œil ? La famille Larieux. Oui, la famille Larieux. Il semble réticent à communiquer sur le... Je pense que tout ce qui permettra de retrouver le calme et la sérénité dans le village sera bénéfique. Et même si ça vient de loin, vous êtes arrivés maintenant, vous êtes parmi nous, vous pourrez trouver le moyen de nous accompagner dans cette triste affaire. Oui. Et la gendarmerie ? Et la gendarmerie, pour l'instant, n'a pas été très active, malheureusement. On attend beaucoup d'eux, mais peut-être n'est-ce pas leur priorité du moment. Vous entendez d'ailleurs le hennissement d'un cheval venu de l'extérieur. Et puis un léger vacarme. Gertrude va sortir, quittant les cuisines, et dit « Je vais voir ce qui se passe ». Et après quelques instants, alors que vous vous regardez dans le blanc des yeux, celle-ci revient et fait « Monsieur le père, ce sont les gendarmes, ils demandent après vous ». Merci Gertrude, faites-les rentrer s'il vous plaît. Ce sera l'occasion de discuter avec eux. Qui les aurait prévenus comme ça ? Le père nous a dit tout à l'heure que c'était un petit village et que les informations circulaient vite. On voit ça, oui. Et de fait, après quelques instants, vous voyez arriver 3 hommes, chacun de morphologie différente, mais tous unis par le port d'une même moustache. Une moustache avec des guidons de vélo, redressés de la sorte, et dont celui qui semble être le chef. Il s'agira du certain adjudant-chef Pichard, un adjudant-chef que tu connais, Mathieu, parce que depuis le début de cette affaire de l'anonymographe, il sera rentré en conflit avec toi. D'ailleurs, celui-ci arrivera au milieu de ta salle à manger, regardera chaque personne d'un regard presque inquisiteur et te saluera de manière très froide. Père Mathieu ? Salutations à vous. Vous pouvez rentrer et venir discuter avec nos hôtes qui viennent d'arriver ce jour de Bordeaux. Nous le savons, mais nous n'allons pas nous éterniser. Nous allons faire très bref. Sachez que nous voyons d'un très mauvais œil votre initiative. Mais nous attendions de votre part beaucoup plus d'initiatives. Ce n'est pas en agissant de la sorte que vous allez nous permettre de mener à bien notre enquête. D'ailleurs, nous avons appris que vous avez en votre possession de nombreuses lettres que vos ouailles vous ont remises. Mais les ouailles ont beaucoup confiance en moi et beaucoup de gens viennent prier à mes côtés et me confier beaucoup de choses. Ça fait partie du secret de la confession, vous le savez. Non, ces lettres-là dépendent d'une affaire dont nous nous occupons. Et les garder pour vous, ce serait faire obstruction à la justice. Vous devriez peut-être nous les remettre. Que dis-je ? Vous devriez nous les remettre.
Je n'ai pas en ma possession les lettres dont vous parlez, et ce qui est sûr, c'est que j'espère beaucoup dans ces 2 détectives et pour nous accompagner et permettre de retrouver un peu de sérénité dans le village. Et j'espère aussi que vous y contribuerez. Alors, pardonnez-moi, messieurs, mais nous venons d'arriver, on a fait une longue route, on est très heureux d'être ici. Notre mission, c'est plutôt, j'espère, monsieur l'officier, que vous voyez bien ça, notre mission, c'est de participer à une enquête. Adjudant-chef. Pour vous, ce sera adjudant-chef. Alors, adjudant-chef, notre mission, nous, c'est de participer à une enquête, de participer voilà, et d'aider à dénouer un mystère qui apparemment accable une communauté. Évidemment, s'il y a quoi que ce soit que vous voulez savoir, si on apprend des choses, je serai ravi de les partager avec vous. Votre aide n'est pas la bienvenue. Et pourquoi donc? Tout simplement parce que vous risquez juste de semer la zizanie et la pagaille dans une affaire qui est déjà bien assez trouble. Il me semble que la zizanie et la pagaille sont déjà là. Je vois pas ce qu'on pourrait faire de pire, finalement. S'il vous plaît, ne commencez pas à jouer au plus malin avec vos manières de bordelais. Je vous dis juste ce qu'il en est. Vous n'êtes pas les bienvenus à Sauveterre. Prenez peut-être la nuit pour réfléchir et regagner suffisamment d'énergie pour faire le trajet retour. Il me semble, monsieur, que vous ne parlez pas pour l'ensemble de la communauté, puisque le père Mathieu a jugé bon de faire appel à nos services, alors que nous sommes, comme vous l'avez précisé, des bordelais. Monsieur l'adjudant-chef, je vous prie d'être cordial avec mes invités et nous pourrons en reparler demain si vous le souhaitez. Pour le moment, nous allons prendre notre repas bien tranquillement et jusqu'à preuve du contraire, mes invités sont pour l'instant ici, dans ma maison et ne font de mal à personne. Oh, mais cordial, je l'ai été. Et quant à ce qui est de parler, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Vous, père Mathieu, j'attends que dès demain, vous me remettiez toutes les lettres que vos oeils vous aient confiées pour que je puisse, à mon tour, mener à bien mon enquête. Quant à vous deux, retournez chez vous. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Vous pouvez voir l'état des rapports entre la gendarmerie et le prêtre que je suis ici. Oui. Ça a toujours été dans cet état-là ou c'est vraiment depuis le début de cette affaire? Ça s'est vraiment aggravé depuis le début de cette affaire et l'ampleur qu'elle a pris parmi la population. Étonnant quand même. Oui, Et les gendarmes vous semblent avoir pris au sérieux toute cette affaire de lettres? Au départ, non, je crois. Mais après le suicide du fils Larieux, évidemment, on les a accusés de ne pas avoir fait leur travail à temps et de ne pas avoir pu prévenir une telle horreur. Oui. Est-ce que vous pouvez me faire un jet de psychologie? Je fais 92 ans. 92 15 99. 99. Bon, Il faut qu'on regarde où, là? ces gendarmes sont juste de gros méchants. Faut pas chercher plus loin. D'accord. Méchant ou... Ah bah là, ils sont méchants. Hein. Non mais... Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Un méchant parce qu'un peu con ou un méchant parce qu'une mauvaise intention? Ah, peut-être les deux, mais voilà. Ils sont vexés qu'on soit là parce que ça remet en question leur... Voilà, votre jet de Leur psychologie prérogative. ne vous permettra pas de chercher plus loin. Une fois que vous avez mangé votre repas, sauf si vous avez un autre sujet à aborder, le père Mathieu, du coup, vous invitera dans des chambres d'amis qu'il a gardées dans son presbytère. Vous pourrez regagner vos chambres et espérer passer une bonne nuit dans ce village. Merci pour votre accueil, père Mathieu. Je vous en prie, je vous invite à monter dans vos chambres qui sont à l'étage. Gertrude les a préparées et je crois que vous pourrez y passer la meilleure nuit possible. Du coup, chacun sera guidé vers sa chambre par Gertrude. C'est une maison plutôt humide, avec un plancher qui grince, mais des lits plutôt douillets. Au-dessus de chaque lit, vous verrez des icônes religieuses qui sont accrochées au mur. Bon, vous n'êtes pas choqué outre mesure, hein, c'est habituel. Et peut-être aurez l'occasion de faire une petite prière ou pas avant d'aller vous coucher. Est-ce que vous avez l'intention de faire quelque chose de votre nuit à part dormir? Rien qui ne se dit à l'antenne. Ok. Moi, je me demande si le... Je sais pas si j'aurais dû te poser la question avant que tu ailles te coucher, mais... Bah tu peux taper à ma porte. si le père Mathieu a dit qu'il n'avait pas les lettres en sa possession, et du coup, Vous avez peut-être l'occasion d'en reparler avant d'aller vous coucher. Et que si les gendarmes... Si en fait il les a, mais bon, un prêtre qui ment... on va dire que c'est pas le cas, mais... C'est pas très catholique.
pas très catholique. Si jamais les gendarmes peuvent lui retirer la possession des lettres, peut-être qu'il faudrait qu'on les voie avant qu'ils les reprennent ou qu'on puisse faire des copies. En plus, j'y avais pensé tout à l'heure en me disant, voilà, on devrait profiter de la nuit pour faire des copies des Moi, lettres. ça me réveille. Pendant que je suis avec mon pendule dans ma chambre, à quadriller la pièce. Moi, je suis en train de m'endormir, voilà, j'ai lu mes petites revues parisiennes et tout, et puis... Oh mon Dieu, les lettres. Du coup, ça pourrait être rigolo. Et là, du coup, je sors de ma chambre. Et je suis devant la porte, sur le point de frapper. Charité. Les lettres. Les lettres. Bon, il est tard, il dort. Qu'est-ce qu'on fait? Que faire? Je ne sais pas si remettre en question la parole de notre hôte dès le premier soir est une bonne idée, mais d'un côté, ces lettres semblent importantes et surtout peut-être si les gendarmes, si la gendarmerie les confisque. Il faudrait qu'on ait l'occasion de les voir. Voilà, avant au moins que. Est-ce qu'il est endormi, le père Mathieu? Est-ce que le père Mathieu est un couche-tôt ou un couche-tard? C'est plutôt un couche-tard. Et il est allé faire un tour dans l'église, comme chaque soir, fermer l'église, et il est rentré ensuite en s'assurant que vous étiez tous les deux bien installés en haut. Alors peut-être vous pouvez passer derrière lui pour essayer de fouiller ses affaires, ou alors vous pouvez aller essayer de le retrouver directement. Moi je suis assez d'avis de... Qu'en penses-tu, Charité? On y va en mode ninja ou enfin en mode Arsène Lupin, contemporain? Qu'est-ce qu'on ferait chacun? Moi j'irais directement lui demander en fait. Oui, moi aussi, parce que ça me gênerait de fouiller ses affaires. Ouais, je suis pas... Ouais. Parce que pour l'instant j'ai une bonne opinion de lui, donc je vais pas fouiller dans ses affaires. C'est ça. Du coup, Ou alors allez... on peut demander à Gertrude. Gertrude est rentrée chez elle. Ah oui. Vous allez pour du coup retrouver le père Mathieu qui est au milieu de son église et vous lui parlez des lettres. Et effectivement, le père Mathieu, qui les mentit volontairement ou non aux gendarmes, a effectivement gardé quelques-unes des lettres de ses ouailles pour mener à bien sa propre enquête, conscient que la gendarmerie ne ferait rien avec elle et que celle-ci pourrait aider nos détectives à aller de l'avant. Mais le père Mathieu ne ment pas. Et il n'a pas par devers lui exactement les lettres. Il les a confiées, je le dis, à son bon Jacques, qui les ramènera quand il le lui demandera demain. Pensez-vous que nous aurons l'occasion de les voir? Je pourrais vous les montrer demain. Fort bien, d'accord. Excusez-nous de vous avoir interrompu dans votre recueillement, mais nous jugeons préférable de nous assurer que nous aurions l'occasion de les voir. Je ferai en sorte que vous ayez tout ce qui vous permet de mener à bien votre enquête. Merci, père Mathieu. Allez, au lit. Bonne nuit. Le problème, c'est que cette nuit ne sera pas bonne pour aucun d'entre vous. Parce que chacun, justement, sera hanté par ses propres démons. Chacun repensera aux tourments de sa vie passée, ou peut-être même aux tourments de sa vie future. Le matin, d'ailleurs, arrive beaucoup trop vite par rapport à ça. Et alors que chacun votre tour, vous vous lèverez pour aller vous laver avec un gant de toilette dans une salle prévue à cet effet, vous vous retrouvez en bas où Gertrude aura déjà prévu un petit déjeuner assez humble, mais quand même satisfaisant. Et très vite, le vieux Jack viendra vous retrouver, saluant le père, et les autres investigateurs pour savoir par où vous allez commencer aujourd'hui. J'ai bien deviné que vous vouliez que je rapporte les lettres, mon bon père. Je les ai amenées avec moi. Merci, vous avez bien fait, Jacques. Je pense que nos hôtes seront intéressés de les découvrir. Bien sûr, je vais vous les confier quelques minutes, quel est le temps qu'il vous faudra pour les découvrir, mais je vous demanderai ensuite de les remettre à Jacques qui puisse les ramener là où elles sont préservées. Bien sûr. Jacques, du coup, vous remettra une pile d'enveloppes dont aucune n'est cachetée justement par la poste. Et lui, ainsi que le père, vous expliqueront que ces lettres ont toutes été retrouvées à des endroits justement parfois inattendus et ont troublé la plupart des personnes qui les ont lues. Les lettres sont toutes signées par un même cryptogramme appelé l'œil du messager masqué. Et dedans, on trouve toutes sortes d'accusations très différentes. La première, d'ailleurs, que vous lirez, était adressée directement au vieux Jack. Et celle-ci l'accusera d'avoir empoisonné la bête d'un de ses voisins avec qui il se disputait. « Mais non, cette bête est tombée malade toute seule, j'y suis pour rien !» insistera-t-il. D'autres seront d'autres faits assez similaires. Pas de la même gravité, mais toujours aussi,
aussi déshonorant pour les uns comme pour les autres, accusant certains d'avoir des vues sur leurs voisines et d'être parfois passés à l'acte, accusant d'autres d'avoir volé des biens qui ne leur appartenaient pas, etc., etc. Et tous auront apparemment fait promettre au père Mathieu de ne divulguer ces informations à personne, car si la plupart se défendront de n'avoir aucun lien avec ce qui est écrit dans les lettres, ils insisteront sur le fait qu'ils ne veulent pas que ça se répande. Et c'est d'ailleurs pour ça que le père Mathieu n'en a récupéré que moins d'une dizaine. Par contre, quelque chose vous surprendra tous les deux, c'est que de toutes les lettres qui semblent venir des quatre coins de Sauveterre, aucune n'est adressée à quelqu'un que vous avez rencontré jusqu'à présent, à part le vieux Jack et Gertrude. Mais par exemple, le père Mathieu, dans la pile, vous n'aurez trouvé aucune lettre. Ou par exemple Edgillan Pichard ou d'autres personnes comme ça. Dites-moi mon père, Oui, mon fils. je voulais savoir, dans ce que vous savez sur les habitants, sans rentrer dans les détails, est-ce que ces lettres dénoncent quelque chose de vrai ou c'est uniquement, principalement de la calomnie ? Pour l'essentiel, elle colporte des rumeurs, mais vous savez évidemment comment est la nature humaine. Il peut y avoir certains des éléments qui relèvent de faits avérés, bien sûr, mais rien de bien méchant, rien de bien grave. L'honneur, par contre, quand il est atteint, est une chose primordiale pour nos habitants ici. Mais avez-vous vous-même été victime de ces calomnies ? Il n'est pas impossible que je l'ai été, mais ce n'est pas l'objet de l'affaire du jour. Non, mais alors j'en suis tout à fait, je comprends tout à fait. Comme je vous dis, c'est pas le sujet de la calomnie qui me concerne. C'est vraiment, enfin, est-ce que les figures d'autorité, comme l'adjudant, comme vous-même, Sont moins attaquées. Il y a un maire aussi à Sauveterre. Oui. Monsieur le maire de Sauveterre. Gaston Raffin. Est-ce que monsieur le maire, Gaston Raffin aussi, a été victime ou c'est plus des choses qui concernent parce qu'on a la famille Larieux quand même Comme une famille importante. qui est quand même une famille importante. Est-ce Bien que sûr. d'autres notables ont été victimes ? Donc le maire n'en a pas été victime, mais beaucoup de notables ont pu en être victimes. La difficulté, évidemment, c'est que quand la rumeur est colportée ou que des choses mauvaises sont dites sur les uns ou sur les autres, cela atteint probablement au-delà de la personne et des familles concernées. Ça atteint le village lui-même. Et que la question n'est pas de savoir qui a été l'objet de ces rumeurs infondées. La question est de savoir comment on empêche qu'elles continuent à se colporter. Il semble qu'un grand nombre d'habitants ont été concernés. Et il me semble que vous nous disiez que les lettres avaient été retrouvées à des endroits étranges et surprenants pour ceux qui les ont reçues. On a vu qu'il n'y avait pas d'adresse sur les enveloppes. Elles ont donc été déposées à certains endroits. C'est exact. Effectivement, même le vieux Jack pourra en témoigner. Lui a retrouvé cette lettre directement sur sa table à manger, par exemple. Et d'autres parleront d'avoir retrouvé ça sous le porche de leur maison, devant leur fenêtre, à l'intérieur d'un de leurs chariots, etc. Et même après avoir enquêté, ils n'ont trouvé personne de suspect quant à celle-ci. Oui, ils n'ont pas de soupçon sur une personne en particulier. Le vieux Jacques... Que disent les rumeurs sur le coupable ? Là, c'est justement le vieux Jacques dira que il y a cette dame, la mère du pain. Celle-ci avait créé un esclandre le jour de l'inauguration du mémorial. C'était l'affaire dont il avait voulu vous parler la veille. D'ailleurs, pour préciser, on est le mardi 9 janvier 1923. Quel était l'objet de l'esclandre qu'elle a provoqué, mon père ? Elle aurait voulu, expliquera le père, que le nom de son fils soit inscrit sur la stèle. Mais apparemment, celui-ci avait été accusé d'avoir été déserteur et exécuté après être passé devant un conseil militaire. Et du coup, on lui a refusé cet honneur, alors qu'il était un fils du Sauveterrois. C'est à cela que vous faisiez allusion, monsieur Jacques ? C'est exact. Triste histoire. La mère du pain fait partie de ces personnes qui n'auraient jamais reçu de lettre. Et du coup, d'aucuns pensent que ce serait elle la responsable de ces calomnies. Les envois ont commencé peu après cet esclandre ? Non, bien avant. Mais ça fait longtemps qu'elle se bat contre la municipalité pour que le nom de son fils soit inscrit sur la stèle. On peut comprendre la pauvre femme. Bien sûr. D'ailleurs, est-ce que vous allez examiner plus avant les lettres ? Bah oui. On jette quoi ? Un jet de bibliothèque. Attends, bibliothèque, j'ai 20%... 0, ouais. Du coup, j'ai fait 10 ou j'ai fait... 1 ?
J'ai fait C'est une réussite exceptionnelle. Charité, Ah oui, mais quel Charité, c'est talent. impressionnant. En reliant toutes les lettres, tu remarqueras qu'évidemment, la personne qui écrit les lettres s'efforce justement à modifier son écriture, comme si elle se décidait d'écrire dans une autre main que celle avec laquelle elle avait l'habitude d'écrire. Mais tu remarqueras effectivement certains liens, notamment tu vois entre la manière dont elle drasse les barres des T ou dans la manière dont elle barre les H et les A. Et tu remarqueras sans aucune hésitation le fait que toutes les lettres sont écrites par la seule et même personne. Il n'y a qu'un seul auteur qui semble modifier son écriture, mon père. C'est très probable. Ce n'est pas Madame Dupin, en tout cas, je ne pense pas que ça soit elle. C'est quelqu'un qui a toujours fait partie de la communauté, quels que soient les moments douloureux qu'elle a pu vivre et l'esclandre dont vous avez pu prendre connaissance. C'est quelqu'un qui est très proche de l'Église et de la communauté, et donc je ne pense pas qu'elle ait pu faire ça. On la connaît tous, elle a toujours été auprès de nous. Il me semble en effet léger d'accuser cette pauvre femme simplement parce qu'elle a été frappée par le malheur. Charité, cette écriture, est-ce que vous pensez que si nous allions à la mairie consulter les registres, par exemple, on pourrait peut-être déjà identifier, ou en tout cas faire le ménage dans les possibles? C'est une bonne idée. Après, cette personne a veillé scrupuleusement à déguiser son écriture, mais cela m'interroge d'ailleurs. Si elle y attachait autant d'importance à la modifier scrupuleusement, peut-être était-ce parce que cette personne A une écriture visible a une écriture... et connue de tous. C'est brillant. Alors, quelle sera votre prochaine marge de manœuvre ? On peut peut-être commencer par les registres, comme vous l'avez précisé, Jean, et après identifier les personnes les plus susceptibles d'avoir une écriture connue sur la commune. Père Mathieu, si vous avez quelques pistes. Alors, il y a plusieurs pistes formellement qui se sont offertes à vous. Il y a effectivement la possibilité d'aller consulter les registres à la mairie. Il y a la possibilité d'aller voir ces personnes qu'on a évoquées plus tôt, la mère Dupin, la mère Larieux, et peut-être même d'aller à la gendarmerie pour essayer de dialoguer avec les gendarmes. Est-ce le bon moment d'aller à la gendarmerie ? Quelle que soit votre décision, quand vous sortirez du coup du presbytère pour atteindre la place où se trouve le monument, vous verrez qu'il y a un gendarme en faction de l'autre côté de la rue avec son destrier à côté de lui, les bras croisés, qui semblera vous regarder au loin et vous surveiller. C'est un de ceux d'hier ? C'est un de ceux d'hier, effectivement. L'un des hommes, le plus Je reconnais sa moustache. le plus Ils avaient tous la ventripotent même. qui vous attendra dans un coin et semblera vous surveiller. En revanche, si jamais vous croisez son regard, celui deviendra tout de suite rougeau et regardera à gauche, à droite pour faire genre Du coup, je qu'il lui fais un n'est pas là signe pour ça. de la main. Oui, on lui fait tout. Bonjour, monsieur l'agent ! Vous cherchez quelqu'un? Il toussera et fera semblant d'aller patrouiller un petit peu plus loin tout en gardant un œil sur vous. Attendez, monsieur l'agent, ne partez pas tout de suite, j'aurais une question à vous poser. Je voudrais savoir, en tant que simple habitant, enfin citoyen, où est la mairie, s'il vous plaît? Vous pourriez m'y amener éventuellement? C'est là-bas. Il te désigne une place et après il fait bon, allez, circulez maintenant, j'ai pas que ça à faire. Je vous remercie, monsieur l'agent. C'est toujours sympathique d'avoir des gendarmes au service de la population. Que Dieu vous garde. Oui, j'ai Le un peu prêtre de- n'est pas avec eux. Sans doute, si. Il les accompagne ? Ah ben c'est à toi de choisir. D'accord. Moi je te conseille quand même de les accompagner, Les sinon tu accompagner. vas rester toute la journée Ouais, dans ton presbytère. c'est ça. Je vais vous conduire directement à la mairie, ce sera plus simple. Nous Merci, Père irons Mathieu. demander à la secrétaire de mairie si monsieur le maire est là. Ce sera plus simple que d'embêter ce pauvre gendarme. Quand vous arriverez du coup à la mairie, effectivement, tu retrouveras une certaine Brigitte, la secrétaire du maire, qui sera ravie de te voir. Elle fait partie d'une de tes plus jeunes ouailles et des plus fidèles. Le fan club. Celle-ci, d'ailleurs, vous reconnaîtrez direct que celle-ci avait une des lettres que vous avez lues parmi celles que le vieux Jack vous avait apportées. Une lettre qui l'accusait justement de courir les garçons, elle aussi. Mais bon, fervente croyante, elle prétendra que ce sera que des fadaises et vous expliquera que malheureusement, le maire n'est pas là. Il est parti sur Bordeaux pour des affaires pressantes et je pense pas qu'il accepterait que vous puissiez consulter les dossiers en son absence. Même si nous sommes accompagnés du Père Mathieu ? Est-ce que je fais un jet particulier ? Tu peux faire du charme si voilà tu veux jouer de tes charmes pour la convaincre. Tu peux faire de la persuasion mais il faut que tu avances de bons arguments pour lui dire que tu as besoin. Ou tu peux faire du baratin, c'est-à-dire en avançant des mensonges. Un jet de persuasion pour lui expliquer tout simplement la vérité, c'est-à-dire l'idée que l'enjeu est extrêmement important pour la communauté, qu'il faut agir vite, que nos hôtes ne sont pas là pour un long moment et qu'il y a besoin que l'enquête avance. Tu as combien en persuasion ? J'ai 50%. Alors je t'accorde un plus 10, donc c'est 60 ou moins.
87. Malheureusement, je ne peux pas, mon père. Les dossiers sont bien gardés, et puis je suis pas sûr d'avoir la bonne clé pour ce genre d'armoire. Il faudrait que j'aille fouiller dans le bureau du maire, et c'est trop compliqué. Je suis vraiment désolé, je ne peux pas. Je comprends bien. Quand est-ce que nous pourrions revenir pour avoir l'assurance de pouvoir consulter ces registres avec l'autorisation du maire? Sans doute demain, mais vous savez, la dernière fois que l'adjudant-chef Pichard est venu pour lui parler de cette affaire, il l'a foutu dehors et s'est particulièrement énervé. Je crois qu'il n'a plus du tout envie d'entendre parler de cette affaire de lettres anonymes. Donc... Et je le comprends, et nous-mêmes avons envie de ne plus en entendre parler, et pour ça il faudrait que l'enquête soit vite résolue. Je comprends, mon père, vous... Si je fais un petit don à la paroisse, est-ce que vous me pardonnerez de ne pas avoir pu vous aider ? Ce n'est pas la peine de faire ce don, je comprends votre situation, nous reviendrons demain. Saviez-vous, mon père, que le maire devait s'absenter ? Je ne le savais pas, mais je ne maîtrise pas l'agenda de monsieur le maire. Ouais. Excusez-moi cette question, mais êtes-vous en bon terme avec lui ? Avez-vous pu vous entretenir avec lui de cette histoire de lettres ? Comment s'est-il positionné par rapport à ça ? Le maire est quelqu'un d'assez distant de ses administrés, quelque part. Alors, il était très, très engagé sur le front des anciens combattants, mais malheureusement, il ne s'exprime pas beaucoup sur cette affaire. Au contraire, il l'a plutôt caché dans un coin. Ce qu'on dira. C'est une affaire qui nous gêne à tous, qui nous pose problème, et que nous voulons rapidement éloigner de notre village. Pour l'éloigner, on va essayer de se rapprocher des autres... Oui, donc, je viens d'y penser, Jean, excusez-moi, mais n'y a-t-il pas de registre que les gens signent à l'église ? Alors les registres paroissiaux, bien sûr, n'ont plus la même valeur que celles qu'ils avaient avant la Révolution. Vous le savez, c'est aujourd'hui à la mairie que tout se passe. Je crois que pour aller essayer de trouver cet anonymographe, on pourrait commencer par aller voir... Je souhaiterais vous présenter la famille Larieux, mais il faudra prendre le temps nécessaire pour m'assurer qu'ils sont prêts à vous recevoir. Bien sûr. Mais avant ça, effectivement, nous pouvons aller voir les instituteurs, et peut-être aussi, je pense, monsieur le notaire. C'est ce que vous faites ? Ah oui, Ouais. allons-y. le notaire, peut-être. Alors, on va aller droit au but. Malheureusement, ce détour qui vous prend quand même toute la matinée ne débouchera sur rien. Faisons des raccourcis. Le notaire sera un homme très charmant, bien sûr, mais refusera strictement de vous donner accès à la plupart de ces documents. Ce qui peut se comprendre. Et les quelques auxquels, justement, il vous laissera l'accès ne vous aidera pas à retrouver... Non, mais le notaire, moi, je le voyais déjà comme potentiel rédacteur. Moi, je pense qu'il a autre chose à faire. Quant à l'instituteur, en tout cas, lui sera plutôt ravi de voir des hommes de la ville débarquer, prétextant qu'on est enfin entre hommes de bon savoir et de bonne culture. Et lorsqu'il vous demandera de regarder les cahiers des écoliers, il expliquera que la plupart d'entre eux ont disparu pendant la guerre parce que l'école a été remplacée par un hôpital militaire et que du coup, un soir, ils en avaient besoin pour faire du feu. Bref, c'était compliqué. Donc voilà, malheureusement, tout ce que vous récupérez, ce seront des choses beaucoup trop contemporaines à l'affaire et rien de concret. Donc encore chou blanc, malheureusement. Je me pose quand même une question par rapport à la famille Larieux. Les grandes familles comme ça avec un drame, c'est quand même le seul drame qu'on a sur cette terrible affaire, le drame, la perte d'un homme, le suicide d'un homme. Mais évidemment, on a envie de se demander des fois si ce drame-là n'est pas caché dans quelque chose d'autre, en fait. Enfin, s'il n'a pas un lien, si ce suicide, c'est la fameuse... et s'il n'a pas plutôt été suicidé en profitant justement de cette série de rumeurs qui peut-être n'ont pas tant d'importance que ça, faites par un original, un agacé, un aigri, et qu'en réalité, le fond du problème, ce serait peut-être plutôt que cache ce suicide, en fait, de monsieur... Peut-être était-il déjà fragile. Et oui, peut-être était-il engagé dans quelque chose qui troublait sa famille, qui n'était pas bien vu, ou qui menaçait peut-être. Il faudra les interroger avec tact pour avoir des réponses à ces questions sans aborder le sujet. C'est pour ça que vous êtes là, Charité. Du coup, vous allez faire une petite pause et aller chacun déjeuner. Vous allez rentrer et Gertrude vous aura préparé un nouveau repas. On parle beaucoup de manger. Hein. Ouais, Gertrude. Oui, Gertrude d'ailleurs.
Un repas bien copieux, après lequel, du coup, l'après-midi commencera, toujours l'après-midi du mardi 9 janvier 1923, après lequel vous pourrez reprendre votre investigation. Quelle est votre prochaine manœuvre? La famille Larieux? Alors, Est-ce qu'ils sont prêts? Parce que le père Mathieu disait qu'il voulait les préparer Le psychologiquement. père Mathieu a pris soin de les joindre et de les convaincre de pouvoir vous recevoir. Alors ça aura été difficile, je veux bien que tu me fasses un jet de persuasion à plus 20, donc 70 ou moins. ouais, en dessous. 17. Extraordinaire. Du coup, ils avouent tout. Ça aura pris un petit bout de temps pendant lequel vous deux, Charité et Jean, vous aurez fait un peu le tour de Sauveterre pour regarder un peu les environs. On va voir le monument mort. Mais justement, quelque chose d'étrange se produira alors que vous vous promènerez dans l'une des rues étroites de la ville. La rue des pharmaciens. Vous étiez un peu curieux de voir ce qui s'y passe. Et alors que vous vous y promènerez, à un moment, une pierre semblera tomber du toit et manquera de peu de s'écraser sur l'un de vous deux. Pendant ce temps, du coup, le père Mathieu sera allé voir du coup la famille Larieux, et après une intense discussion avec la mère, elle acceptera finalement de discuter avec le détective, et dans le milieu d'après-midi, vers 16h, enfin vous pourrez aller dans sa maison, qui est l'une des plus belles de Sauveterre, en tout cas avec l'une des plus belles façades, et acceptera de vous rencontrer. Celle-ci vous invitera à prendre le café, et vous vous retrouverez autour de sa salle à manger, alors qu'elle vous regardera avec un regard un peu mauvais, semblant visiblement un peu réticente à l'idée de rencontrer des hommes des villes comme vous. Merci de nous avoir reçus, madame. Avant tout sujet, je tiens à dire que Rodolphe était la perle de ma vie. C'était un bon garçon. Je l'ai toujours vu aider les plus démunis. Je l'ai toujours vu attentif à mes besoins et aux besoins des autres. Tout ce qu'on peut dire à son sujet, ce n'est que mensonge. Et ce qui lui est arrivé, je n'arrive même pas à expliquer comment c'est arrivé. C'est un drame terrible, madame, perdre un enfant, surtout dans ces circonstances-là. J'ai perdu des gens qui m'étaient proches, dans des circonstances violentes, inattendues, beaucoup plus que je ne l'aurais souhaité. Je n'en parle pas souvent, mais je ne peux m'empêcher, dans ce que vous dites, d'avoir l'écho de terribles moments personnels, et j'en suis sincèrement désolé pour vous. Un enfant doit partir après nous, pas avant. C'est terrible, n'est-ce pas ? Survivre à un conflit aussi atroce, à 4 années de souffrance, revenir en bonne santé à côté de tous ces gens qui ont été gazés dans les tranchées, et finalement mourir de la sorte. La guerre nous a tous abîmés. Comment est-il revenu ? Est-ce que vous avez senti des failles, des changements ? Bien sûr que oui. Il n'y a eu que ça. Tous les hommes qui sont revenus n'étaient plus les mêmes. Ils ne pensaient plus de la même façon. Ils ne voyaient plus leur journée découler de la même manière. Mon Rodolphe, lui qui était si joyeux, passait des journées entières assis, là, sur cette chaise, à regarder le dehors et à regarder le soleil se coucher comme s'il était mourant. Mais se suicider, j'aurais jamais cru qu'il en serait capable. Je vais vous poser cette question à votre cœur de mère. C'est difficile d'imaginer que son enfant puisse choisir de commettre un tel acte. Et pourtant, au fond de nous, on a toujours, vous savez, cette petite voix qui nous dit une vérité qu'on a parfois du mal à écouter. Mais on a besoin de savoir pour libérer et participer à libérer ce village de tous ces drames, et avant qu'un autre drame, avant qu'une autre mère ne perde un enfant, justement. Dans votre cœur de mère, quand vous enlevez cette douleur, cette crainte, qu'est-ce que vous dit cette voix ? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose vers lequel Rodolphe marchait, ou est-ce que vraiment vous ne le voyez pas faire ça ? C'est une surprise. Pour moi, Rodolphe était un brave garçon, et c'est l'image que je veux en garder. Maintenant, il y a ces lettres, ces maudites lettres. Je les ai toutes brûlées, mais elles reviennent sans cesse. Elles reviennent ? Toujours. Constamment. Peut-on vous demander, madame, si vous avez conservé les dernières ? Je n'aurai pas la force de vous les montrer. Nous comprenons, bien sûr.
Vous nous avez dit, et toutes les personnes que nous avons rencontrées jusqu'à présent ont tenu le même discours, que votre fils avait beaucoup de qualités. J'imagine qu'il devait avoir des amis sur la commune. Est-ce qu'ils lui ont rendu visite depuis qu'il était rentré? Il était mélancolique? Non. Non. Malheureusement, Rodolphe n'aspirait qu'à la solitude. Il s'est battu pour survivre et au final, voilà ce qui est arrivé. Est-ce que je peux pas faire un truc avec mon pendule, moi, sur la scène du suicide ou quelque chose comme ça qui pourrait nous... Tu pourrais, mais il faut que tu parviennes à la convaincre. Et est-ce qu'on peut essayer de la convaincre de sortir une lettre? Oui, bien sûr. Oui, donc je discute un peu avec elle et j'essaie de lui demander d'aller chercher notamment une lettre qu'elle pourrait peut-être montrer à cette occasion. 73. Non, je ne peux pas, père. C'est impossible. Vous pouvez me faire un jet de psychologie tous les trois, oui. 98, allez hop. 46. 47. Vous avez combien en psychologie? Moi j'ai 47 et j'ai 60%. Vous remarquerez que justement quand tu évoques les lettres, elle regardera en direction d'une horloge, mais de manière complètement instinctive. Son regard vadrouillera par là et fait je ne peux pas, mon père. Donc vous deux, vous remarquerez ça. Je vais conduire Madame Larieux à aller faire un tour dans le jardin et prendre un peu le temps de la méditation. Du coup, tu l'accompagnes dans l'extérieur, Mathieu, où vous continuerez à parler de ça pendant que les deux inspecteurs, après avoir bien sûr échangé un regard entendu, vont tenter de ouvrir l'horloge. Mathieu, t'as la compétence crochetage. Moi, j'ai 1% en crochetage, moi. Mais on n'a peut-être pas besoin de crochetage. Vous pouvez commencer par un jet de trouver objet caché pour essayer de... Ah oui. Alors, moi, j'ai 25 ans. Moi, j'ai 65. Ouais, j'ai fait 49. Attends, j'ai 65 en trouver objet caché. Vas-y. Yes, 42. Effectivement, non sans mal, tu remarques que la clé était cachée derrière l'un des tableaux. La clé 2. La clé de l'horloge était cachée derrière l'un des tableaux. Tu la récupères, ça semble assez évident, et tu ouvres l'horloge et tu trouves effectivement plusieurs missives qui répètent à peu près toutes le même message. Charité, regardez cette lettre. Ville Mégère, mère du boucher de la Somme, la mort de votre meurtrier de fils n'effacera jamais le sang de l'innocent qu'il a répandu pour se protéger. Admettez-le, acceptez-le et repentez d'avoir engendré ce porc d'assassin. Si vous ne le faites pas, je vous déshonorerai. Les lettres ne sont pas adressées à son fils, elles sont Non. adressées à elle. C'est pour elle. On remet l'enveloppe peut-être qui contenait... Voilà, tu vois, on remet l'enveloppe qui contenait... Il y a plusieurs lettres, mais elles sont toutes de ce même acabit. Ouais. Elles disent toutes la même chose, mais parfois avec des tons plus virulents, parfois avec d'autres surnoms, etc. Je ne sais pas quel crédit on peut apporter à cette lettre, Jean, mais il peut sembler que le portrait idyllique que Madame Larieux avait dressé de son fils ne soit pas si exact. Après, attention, la guerre parfois nous nourrit des colères mal placées. Hein. C'est la mort du meurtrier de fils. Donc le fils est responsable d'une mort, sans doute, peut-être. Mais pendant la guerre, qui n'est pas responsable d'une mort? Le sang répandu pour se protéger. Je ne dis pas que cette lettre est vraie, Jean. Qu'il a répandu pour se protéger. Mais je dis qu'il faut explorer toutes les pistes. Et on sait qu'il y a sur la commune des drames autour du monument aux morts. Bon, ok. Alors, on a fils, meurtrier, répand le sang pour se protéger. Vous voyez, Charité, je me demande finalement si cet enfant ne serait pas juste coupable de lâcheté et comment vivre avec la lâcheté quand on vous la renvoie devant tous les jours. Vous entendez la porte d'entrée On rouvrir peut fermer tout. et vous constatez justement que vous avez encore la clé dans la main et que l'horloge est toujours ouverte. Je jette un jet de... Je me précipite au devant d'eux pour demander si je peux voir le lieu du suicide. Et moi, je cours alors pendant ce temps. Alors, toi, ce sera un jet de dextérité. Oh bordel. Et toi, ce sera Un jet de persuasion. J'aurais plutôt envie de te demander de l'imposture pour le coup, mais... Allez, j'ai plus d'imposture que de persuasion alors. Imposture du coup? Oh non. Attends. 80. 810. 80. 80, et tu as combien en imposture? Ça ne marche pas. J'ai 30%. Mon Dieu. Et toi? Alors attends, moi c'est dextérité. Hein. Dextérité. Oh là là, on est dans la merde. Allez, 29. Allez, 29. Ah, non, 7 47. D'accord. Donc effectivement, quand tu débarques dans l'entrée avec le père Mathieu en mode hey, vite, ce serait possible en fait de fouiller de voir le lieu du suicide. La mère Larieux te regarde avec un
une face mais complètement atterrée et elle comprend qu'il se passe quelque chose. Et alors qu'elle se précipite, te poussant presque, abandonnant la présence réconfortante du père Mathieu et va dans son salon pour voir ce qui se passe, elle voit justement Mathieu qui est en train d'essayer de fermer l'horloge à toute allure. Et là, elle pique une crise. Elle vous traite de fouineur. Moi, j'essaie de la calmer. Malgré tout, ça ne réussit pas et celle-ci vous fout dehors. De toute façon, j'ai toujours su que vous n'étiez qu'un voyou. Et elle vous demande de sortir, claquant la porte derrière vous. Nous sommes navrés, père Mathieu. Je suis d'autant plus que je comptais sur vous pour le faire le plus discrètement possible. Voilà, je pense que tout ça sera oublié ou en tout cas plus facilement pardonné. L'essentiel, c'est que nous avons, grâce à notre bien maladroite action, j'en suis sincèrement désolé, ce n'est pas nos habitudes, enfin ça dépend, trouvé quelque chose d'assez intéressant. Peut-être vous allez pouvoir nous éclairer sur le sujet. Voici, je vous confie cette lettre. Elle est particulièrement véhémente. Elle est véhémente et elle fait mention effectivement d'une histoire qui a pu être racontée au retour de la guerre, mais comme on se l'est déjà dit, il y a beaucoup de choses fausses colportées depuis le retour de la guerre. Vous savez ce qu'a été cette guerre, vous savez les atrocités qui ont pu être vécues et la détresse d'une mère que vous venez de voir est à l'image aussi des difficultés vécues après ce terrible suicide. Mais je ne saurais trop vous conseiller de ne pas nécessairement vous focaliser juste sur ce que vous voyez dans ce message. Cependant, quelque chose justement te marque, Mathieu, quand eux évoquent le fait qu'il y avait plusieurs lettres qui répondaient plusieurs fois de la même accusation. C'est que tu te dis qu'il y a en tout cas un acharnement contre elle. Il y a un acharnement. Oui, déjà ça doit être ces lettres-là qui ont poussé son fils au suicide. Mais en plus de ça, elle reçoit presque quotidiennement des mêmes lettres, à tel point qu'elle en avait une sacrée collection en fait dans son horloge. Et ça, c'est curieux. Savez-vous si Madame Larieux a peut-être pas des ennemis, mais des personnes qui lui sont hostiles sur la commune? Ce qui est sûr, c'est que leur évolution, leur enrichissement progressif a créé un certain nombre de jalousies. C'est difficile de s'habituer à ça. Imaginons que cette rumeur, ces accusations sont vraies. Qui aurait pu souffrir de ça dans la commune, justement? Une famille rivale Famille rivale, oui, ça peut être le cas. Dans le village ou dans les villages à côté, peut-être. Y a-t-il d'autres jeunes hommes sur la commune qui l'auraient côtoyé dans les tranchées? Alors, certains sont morts. Je pense qu'on devrait aller voir Madame Dupin. Quoi qu'il en soit, la nuit commence à tomber. Allons manger. Gertrude, en tout cas, a travaillé à ce que tout soit prêt. Alors, du coup, après un bon souper, on arrive à la fin de cette journée et vous allez chacun regagner vos chambres. Mais quelque chose vous perturbe. Chacun dans votre coin, alors que vous regagnez votre espace clos, vous trouvez, chacun d'entre vous, dans des circonstances différentes, dans des conditions différentes, des lettres qui vous sont adressées. On les lit? Ah bah, c'est vous qui décidez, vous les lisez pour vous, après. Alors moi, je sors de ma chambre. Jean, vous en avez reçu une, vous aussi? Oui. Que dit la vôtre? Vous d'abord. Son âme a été dévorée par celui qui hante les ténèbres. Vous avez beau le chercher, vous raccrocher à son souvenir, la peine ne s'arrêtera jamais. Violente, dévastatrice, sulfureuse, elle vous tuera comme elle a tué votre père. Mon père? Tu me fais un jet de santé mentale. 70. Quand tu relis cette lettre à voix haute, ça fait un écho en toi. Du coup, je pâlis. Tu es presque désorienté, ça devient troublant. Tu en oublies pendant un instant l'explication, les réactions de Jean, et tout ce qu'il peut dire fait comme un écho face à toi, quelque chose d'imperceptible. Du coup, Charité. Enfin, moi, je la vois tomber, en fait. Tu la vois je vacille. vaciller. mal, ouais. Je la rattrape. Tu peux pas me rattraper, t'as pas assez de force. Ah oui, c'est drôle, je la rattrape et je tombe. Et j'oublie que je suis une crevette. On entend un bam. Tout va bien en haut? Ouais, juste un petit problème de Charité. C'était de crevette. Priez Dieu, ça ira mieux. On y pensera. Excusez-moi, Jean. J'avoue Alors. que cette lettre m'a troublée. Je comprends. Je comprends. Je suis troublé par plusieurs choses. Le fait que cette lettre soit extrêmement Précise. déjà au courant de choses intimes. On n'est pas du village. Et moi, il me demande ce que je fuis. Il me dit, je ne suis pas chez moi.
Qu'est-ce que je fuis? Qu'est-ce que j'ai beau chercher? Une échappatoire? Mais le spectre de votre passé suivra indéfiniment l'odeur du sang maculant vos mains assassines. On vous trompe autant que vous vous trompez vous-même. Quittez ce village où je lui dirai ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait? Me dira qui? Père Mathieu, vous, c'est quand vous étiez dans la sacristie que vous avez découvert cette lettre. Et c'est quelque chose d'étonnant parce que vous savez que personne dans votre congrégation n'oserait entrer dans la sacristie. Qu'est-ce que tu fais de cette lettre après l'avoir consultée? Non, j'hésite entre la brûler et la communiquer à nos amis détectives, mais pour le bien de la communauté, je fais le choix sans doute de le leur communiquer, de la communiquer. Je vais donc les rejoindre. Tu les rejoins Ouais. et tu constates qu'ils ont l'air un peu troublés l'un et l'autre. Et tu constates en les regardant qu'ils ont tous les deux des lettres similaires dans les mains. Et là, tu es étonné parce que tu te dis, mais comment ces lettres-là ont fait pour arriver dans ma maison? C'est ça. Donc, que vous arrive-t-il? Avez-vous aussi trouvé une lettre qui vous était adressée? Oui, et c'est vraiment troublant. Elles sont... Je ne sais pas comment ils peuvent savoir ces choses. Donc, qu'est-ce qui vous est arrivé, Charité? Il y a une allusion étrange à mon père. Je ne comprends pas comment quelqu'un de votre commune pourrait déjà, en si peu de temps, détenir cette information. Avez-vous un quelconque lien avec des habitants de la commune? Pas du tout. Est-ce que beaucoup de gens étaient... Enfin, en plus, les gens ne savaient pas que je venais. En tout cas, Père Mathieu, quand tu apprends que des lettres sont arrivées jusque dans ta maison, tu vas demander des comptes à Gertrude. Ouais. Ah oui. Et celle-ci t'affirme que du temps qu'elle a passé à la maison, sauf à un moment où elle est sortie pour aller récupérer du bois pour le feu, elle t'affirme que personne n'est rentré ni sorti. Oui, et je la crois parce qu'elle est très loyale et complètement dévouée. Mais quelque part, si tu as envie de rationaliser la chose, tu te dis, après tout, elle est vieille. Et peut-être que ses sens... Elle n'a pas tout entendu, Oui, peut-être. peut-être qu'elle aurait pu être trompée par quelqu'un qui serait rentré en douce. C'est pas impossible. Mais ça demeure quand même étrange. Est-ce que ça vous interroge, cher détective? Il ne faut pas s'interdire de soupçonner tout le monde. Que cette dame qui a l'air plutôt en bonne santé, plutôt alerte, n'entende pas quelqu'un rentrer. Ces lettres ne sont pas, ont pas quelqu'un les a amenées. Peut-être évidemment. qu'elle ne pouvait pas entendre, Jean. Mais elle entend très bien. Mais peut-être pas un quelqu'un. Ah non, tu vas pas recommencer avec ça. Il Qu'est-ce que émane, tu il veux émane me dire quelque chose de Père mauvais Mathieu, de s'il ces vous lettres. plaît, enfin, écoutez ce qu'elle dit. Elle a une grande acuité, mais là, moi, je peux pas entendre ça. Il y a forcément un être de chair et de sang qui a ouvert la porte et qui a posé ses lettres. On ne peut pas tout expliquer, Jean. Et là, vous constatez que le Père Mathieu a lui aussi une lettre dans les mains. Père Mathieu, vous avez reçu une lettre? J'ai reçu une lettre, mais je voulais savoir le contenu de la vôtre. Et pour la première fois, peut-être, vous indiquer le contenu de la mienne. Vous voulez nous entendre d'abord, c'est ça? C'est ça. Charité, tu te dis que tu ne serais incapable de relire ta lettre. Je vais vous la donner directement, Père Mathieu, si cela ne vous ennuie pas. D'accord, très bien. Jean, la vôtre? La mienne dit que je ne suis pas chez moi. Qui est-ce que vous fuyez? Vous avez beau chercher une échappatoire, le spectre de votre passé suivra indéfiniment l'odeur du sang maculant vos mains assassines. On vous trompe autant que vous vous trompez vous-même. Quittez ce village où je lui dirai ce que vous avez fait. Avez-vous quelque chose à vous reprocher? Évidemment, j'ai fait la guerre. Elle ressemble d'ailleurs à la lettre qui a été laissée chez le fils Larieux. Fais-moi, j'ai psychologie, toi. Il a de la chance, je fais 28. Ah non, il a pas de chance du coup. Ben, tu te dis que ça te concerne. Jean, ça me concerne. Peut-être. Peut-être. On en parlera après si tu veux. Comment ça, on en parlera après? Bah, je crois que c'est le moment. On en parlera, mais on en parlera après. La lettre qui m'est envoyée est menaçante comme la vôtre. Obstiné prêtre du mensonge, pauvre scélérat, vous abusez de la bonne foi des autres et vivez de leur crédulité. Vous méritez la désertion de votre église et les flammes que vous promettez. Voilà, en gros, je vous laisse imaginer quel est l'état d'esprit de celui qui a écrit ça. Pensez-vous à l'un de vos paroissiens qui pourrait utiliser un tel registre, mon père? Non, ça, justement, ça sent plutôt l'œuvre d'un mécréant. Enfin, pardon, moi, il y a quelque chose qui me trouble. Comment est-ce qu'ils savent, en fait? Comment est-ce que ces mots peuvent être aussi précis? Et je ne peux pas m'empêcher de me dire que peut-être cette lettre a une part de vérité. Il n'y a pas de jugement, mon père, mais c'est important de savoir parce que je crois que là, on a l'opportunité d'identifier quelque chose de majeur. Peut-être que ces lettres, qu'elles soient douces ou non,
disent la vérité, ou une part de vérité. Mais quelle vérité? Personne n'est à l'abri de la rumeur et de la calomnie. Mais surtout, d'où viennent ces informations? Qui peut connaître assez tout le monde, y compris des nouveaux arrivants? Et qui peut s'introduire chez vous? Dehors, l'orage tombe et la pluie commence à tomber à son tour. Que fait-on? Vous pouvez toujours échanger avec Gertrude, mais j'ai pleinement confiance en elle. Je pensais à autre chose. Pour s'introduire ici, il faut des clés. Peut-être quelqu'un avant possédait ces clés. Ou quelqu'un qui n'a pas besoin de clé. Vous allez inspecter les portes? On va inspecter les portes. Moi, je peux promener mon pendule dans la maison, moi. Oui, si tu veux. Fais-moi un jet de pouvoir. Tu ressens un profond malaise à mesure que tu te promènes dans la maison. Et tu ressens comme si justement il y avait une influence néfaste autour de toi. Comme s'il y avait de mauvaises vibrations. Comme si effectivement, tu vois, cette maison dans laquelle tu vivais avait été le théâtre d'un spectacle macabre. Ou plus précisément, que quelqu'un, à travers justement des ténèbres insondables, était en train de te regarder, là précisément. Alors que vous descendez avec le prêtre et avec Gertrude pour examiner la serrure, vous entendez subitement un cri provenant de l'étage. Non, pas eu. Nous allons voir Charité. Je pense qu'elle est en mauvaise posture. Alors que vous allez voir Charité, celle-ci est effectivement recroquevillée dans un coin et ferme les yeux, la tête baissée, comme si justement son esprit avait été violenté. Que vous arrive-t-il, Charité? Non, pas de visage. Non, pas de visage. Tu vois encore ces ombres? Oui, partout. Partout autour de nous. Partout. Gertrude est en train de faire des signes de croix. Et Elle est très inquiète. Oui, elle est très inquiète. Si j'ai fauté mon père, je suis désolé. Mais je ne savais pas que quelqu'un rentrerait dans la maison. Attends, qu'est-ce que vous voulez dire, Gertrude? Est-ce que vous avez senti quelque chose de différent aujourd'hui? Oui, votre présence commence à m'indisposer. Sans vouloir vous offenser, monsieur. Non, c'est normal, je fais ça à tout le monde. Mais c'est pas ça le problème. Mais vous arrêtez pas de... Vous vous comportez bizarrement depuis que vous êtes rentré. Je ne savais pas pour ces lettres. Je n'ai vu personne, je vous assure. Comment ça, on se comporte bizarrement? Est-ce que, Gertrude, vous avez vu des choses? Rien N'ayez qui pas sort de peur. l'ordinaire. Un frisson qui vous parcourt l'échine Est-ce que je peux rentrer chez moi, mon père? Vous pouvez rentrer chez vous, Gertrude. Merci. Et prenez le temps de vous recueillir et de prier. Elle acquiesce. Elle regarde tes deux invités et fait bon courage. Je vous avais dit, Jean, qu'il y avait quelque chose. Mon père, est-ce que vous êtes surpris de ce qui se passe? Je suis surpris qu'on soit rentré dans mon presbytère, mais quant à la réaction de Charité, on peut tout à fait la comprendre. Vous êtes peut-être trop rationnel pour comprendre un peu ce qu'il peut y avoir dans l'esprit de Charité. Ce soir, j'ai pas envie d'être rationnel. Allons donc nous coucher, ça Qu'est-ce ira. que vous faites? Moi, je vais aller me balader dans la ville. Et moi, je convie Charité à aller prier à l'église. Très bien. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire pendant ta promenade En fait, pourquoi je sors? Parce que je me dis, ici, je ne peux plus rien faire. Donc, je vais aller me balader et voir si quelque chose dénote. Tu vois, j'ai besoin d'enquêter, en fait. Bah, il se fait très tard quand même. Alors, par chance, il y a encore une taverne qui est ouverte et qui accueille quelques personnes qui se cachent de la pluie et qui se sont réunies pour boire ensemble. Mais à côté de ça, la pluie vraiment très, très agressive qui tombe ce soir-là, assez inattendue, oblige tout le monde à aller se cacher ci et là. Bah, je vais me poser au bar, en fait, au bar de la taverne. Peut-être ceux qui t'inspirent le plus confiance, étrangement, ce sont ceux qui ont, tu vois, qui affichent vraiment un passé d'ancien combattant. Est-ce que par hasard, ils sont tous regroupés en bande autour d'une table? Certains, oui, tu sais, même en train de rigoler, jusqu'à ce que tu te rapproches. Ils te regardent tous, l'air de te demander, mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Eh ben, je me commande un verre de vin, je me pose à la table, je les regarde en souriant, et puis je fais... Il est quand même meilleur ici. Il y en a un qui te répondra, tu sais, en levant son verre, là-bas, et avec ça qui nous tenait en l'air. Vous étiez là-bas alors? Les uns les autres, tu vois, commenceront effectivement à ton contact à balancer de vieilles histoires sur les fronts qu'ils ont côtoyés, les femmes qu'ils ont abandonnées, les camarades qu'ils ont perdus. Et cela, justement, va s'éterniser jusqu'à un certain moment où finalement, ils n'auront plus rien à dire et ce sera juste, tu sais, le son de l'alcool, ouais. Tu vois. Je pars après, et une dernière chose avant de partir, tu sais, donc on est tous un peu ivres, machin, blabla.
là. Je me retourne une dernière fois et je fais référence à la stèle justement. Et à tous ceux qui ne sont pas revenus. Et j'essaye de faire une référence un peu fine pour amener une réaction sur les noms qui n'y sont pas en fait. Tu feras face à un épais silence encore plus... Bon ben je rentre et encore je vais plus au dodo. muré. Mais cela dit, tu peux récupérer un point de santé mentale pour avoir passé un bon moment en leur compagnie. Et est-ce que Exactement. pendant ce temps, dans l'église avec Charité, puisque je suis doué visiblement d'une capacité d'écoute, on peut échanger avec Charité sur son père et moi lui dire peut-être des éléments du message que je n'ai pas donné. Bien sûr. Merci mon père, cela m'a fait du bien de me recueillir. Et est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ce qui vous a tant ému dans ce message ? Sa précision. Outre ce ton plein de véhémence, presque de haine, comme on a pu le constater dans les autres lettres, c'était le fait qu'il sache des choses si personnelles et si sombres de mon passé. Le décès de mon père, bien sûr, mais vous savez, ma vie a été marquée par les deuils. Parfois, je me dis que je traîne la mort dans mon sillage. J'ai perdu mon mari à la guerre et ma mère quand j'étais très jeune. C'est mon père qui m'a éduquée et il m'a quittée lui aussi. Je comprends, mais si vous le souhaitez, je peux partager avec vous aussi un élément que je n'ai pas pu dire tout à l'heure. Votre confiance me touche, mon père. Merci. Si vous continuez de chercher la vérité, je finirai par vous l'infliger. On vous menace directement. On me menace directement. Nous avons tous des éléments du passé qui ressurgissent. Et les vôtres méritent de telles menaces ? Mérite nulle menace, mais c'est toujours une histoire de rumeurs et de calomnies. Je suppose que, comme le disait l'œil du message est masqué dans ma lettre, on a tous des ténèbres qui nous hantent, n'est-ce pas ? Des ténèbres ou des secrets. Et vos secrets pourraient-ils nous permettre de résoudre cette enquête ? Je crains que les miens n'aient malheureusement pas grand-chose à voir. Je ne suis pas sûr qu'ils permettent de résoudre l'enquête, mais qu'ils permettent de comprendre déjà la venue des enquêteurs. Seriez-vous prêt à m'en dire plus ? Les raisons qui vous ont poussé à faire appel à nous ? Est-ce quelque chose que vous ne pouviez pas révéler devant Jean ? Nous avons tous plusieurs vies, et je crois que j'ai eu une vie avant d'être prêtre. Et puis je vous demandais quelle était cette vie ? La vie d'un homme qui a connu des femmes aussi. Avez-vous une famille ? En tout cas, je crois avoir un fils, et je voulais savoir si c'était le cas exactement. Mais est-ce pour cela que vous avez fait appel à Jean ? Il pourrait s'agir de votre fils ? Il pourrait peut-être s'agir de mon fils, mais je n'en suis pas sûr pour l'instant. C'était donc ça, cette drôle de connivence ? Je vous demanderai de le garder pour vous. C'est pas encore le moment de Bien le sûr, révéler mon à père. Jean, et je souhaite surtout qu'il mène l'enquête jusqu'au bout. Bien sûr, cette décision vous appartient et quant à Jean, on dira que c'est un secret pour un secret. C'est un secret pour un secret. Bien, on arrive au mercredi 10 janvier, où après une autre matinée plutôt froide, où il a continué de pleuvoir, mais où la pluie s'est passablement calmée, vous pouvez tous, après vous être lavés, avoir partagé la même salle à tour de rôle, vous retrouver autour d'un petit déjeuner qui cette fois sera un petit peu plus timide de la part de Gertrude, qui cette fois ne s'attardera pas avec certaines personnes parmi vous. Vous comprendrez pourquoi Gertrude est dans cette situation-là. Elle n'est pas habituée à ce type de contact et à ce type d'échange. Oui, j'en suis navrée, mais ce n'est hélas pas une chose que je peux contrôler. Et je crains que cette pauvre Gertrude ne soit pas la première personne à qui j'ai fait peur. Mais je crains aussi que les doutes qui ont été émis à son encontre l'ait mis mal à l'aise. Oui, la connaissant, tu sais qu'il y a aussi une part de culpabilité, tu vois, qui l'habite. Après un petit déjeuner plutôt bavard ou pas ? Est-ce que vous échangez ? Non, pas trop. Très Parce que peu. j'ai pas trop envie de parler à Jean. La veille nous a laissé en tout cas des traces jusqu'au lendemain. Père Mathieu, il y a une personne dont vous nous avez parlé et que nous ne sommes pas encore allés voir. Madame Dupin. Madame Dupin, on peut en effet aller la voir si vous le souhaitez. Du coup, vous allez pour aller voir Madame Larieux ? Madame Dupin. Madame Dupin, excusez-moi. Donc vous allez pour voir Madame Dupin.
Et celle-ci habite une maison qui plus vers l'extérieur nord du village, semble avoir vraiment besoin d'être entretenue. Cette maison, justement, est dans l'état de sa propriétaire qui, lorsque vous la rencontrez, est vraiment dans un sale état, aussi bien physique que moral. Elle est pliée en deux, elle aussi appuyée sur une canne, et vous regarde par en bas avec un air revêche, pas très ravie de voir du monde chez elle. Lorsqu'elle te regarde, Mathieu, elle est presque prête à agiter sa canne à ton encontre, toi qui n'es pas habitué à telle hostilité. Et justement, elle t'insulte même. « Ah, revoilà donc cette crapule de prêtre. Qui sont ces inconnus? Qu'est-ce que vous me voulez ?» Augustine, ne vous méprenez pas, nous sommes là simplement pour avoir un échange avec vous et vous savez tout le bien que je pense de vous et votre famille. Et pourtant, vous ne m'avez pas soutenu plus que ça pour avoir le prénom de Lucien inscrit sur cette satanée stèle. Vous savez qui s'y opposait et ce n'est sûrement pas moi, qui ai connu l'enfer de la guerre et toutes ses duretés. Ah, au diable la guerre, au diable ces duretés. Au diable toutes les foutues têtes de ce village. Ils aimeraient bien pouvoir me chasser, mais je vais rester là, même s'ils ont tendance à m'insulter et à penser que c'est moi qui ai écrit ces satanées lettres. Mais vous savez que je sais que ce n'est pas vous. Nous ne le pensons pas non plus, madame. Alors qu'est-ce que vous me voulez? Simplement essayer de réunir le maximum d'éléments pour trouver les véritables coupables. Ah, j'ai bien peur de ne pas pouvoir vous aider. Je n'ai jamais reçu la moindre lettre de ce anonymographe, comme d'autres l'appellent. Tiens donc, c'est intéressant ça. Vous n'avez pas reçu de lettre, pas de nom sur la stèle. Qui s'est opposé à ce nom? Plusieurs anciens combattants, dont celui qui s'est suicidé, là. Le jeune Larieux s'est opposé à l'idée de mettre le nom de votre fils? Et d'autres de ses camarades. Ils disaient que mon bon Lucien était mort dans le déshonneur. Et est-ce qu'ils étaient amis avant la guerre? Il l'était, bien sûr. Lucien Ils fréquentaient sérieux. exactement la même école. Et d'autres amis de Lucien sont-ils également revenus des tranchées? Non, la plupart sont morts, malheureusement. Avait-il peut-être une fiancée ou quelqu'un, à part vous, quelqu'un qui lui était proche et qui serait toujours sur la commune? Oui, enfin... je crois que j'avais ça dans quelques-unes de ses affaires. Après, justement, un moment discuté, voyant que vous êtes vraiment intéressé par l'histoire de Lucien, elle viendra effectivement récupérer ses anciennes affaires de soldats qui lui auront été confiées en même temps que la lettre annonçant son décès. Et à l'intérieur de celle-ci, vous retrouverez effectivement de vieilles médailles, mais aussi justement un paquet de vieilles lettres qui lui étaient adressées. On les lit? Est-ce que vous nous autorisez à les lire? Bien sûr, si seulement vous respectez sa mémoire. C'était celle de sa fiancée, c'était la fille Pelletier. La fille Pelletier? Est-ce que vous la connaissez, le père Mathieu? Bien sûr, je connais tous les habitants de ce village. Alors la fille Pelletier, Aliénor de son prénom, elle habitait vraiment pas dans Sauveterre de Guyenne même, elle venait plus d'un village voisin. D'un village voisin, oui. De la Ruche, et sa famille était plutôt fortunée. Mais après la guerre, et après la mort de Lucien, celle-ci aurait sombré dans une certaine folie, jusqu'à même être envoyée dans un sanatorium. Quoi qu'il en soit, elle vous tend ses affaires et vous retrouvez effectivement une pile de lettres qui étaient adressées au défunt Lucien. L'écriture nous est familière? Eh bien, figurez-vous que les barres à travers les A et les H sont tout à fait similaires à celles des lettres que vous avez reçues. Je vais en regarder. Pour aucun d'entre vous, Incroyable. cela ne fait aucun doute. Vous avez un nom sur l'anonymographe. On l'a trouvé, Charité. Et elle a trouvé autre chose, manifestement. Des crises d'hystérie, envoyées au sanatorium. C'est bien ce qui aurait pu m'arriver, Jean, si vous ne m'aviez pas recueilli. C'est pas pareil, vous étiez envahi par la peine, le deuil. Mais elle aussi, son fiancé est mort à la guerre. Qu'est-ce qui se passe? demande la vieille en vous regardant les uns les autres. Je crois, madame, que Aliénor n'est peut-être pas si folle qu'on l'a voulu vous le faire croire. Vous la connaissez? Non, mais elle me ressemble par certains aspects. Et Cela fait longtemps qu'on ne l'a plus vue, de toute manière. Elle est toujours dans le sanatorium ou... J'en ai pas la moindre idée. Est-ce qu'elle avait des... À part votre Lucien, avait-elle des amis, des gens dont elle était proche sur la commune, en dehors de sa famille? Je ne pense pas, non. Cela fait bien des années que le manoir Pelletier a été abandonné depuis la guerre. Et la petite Aliénor... Savait-elle qu'on a refusé à Lucien le nom sur le monument aux morts? Je n'en ai pas la moindre idée. Vous savez, madame, je me demande si cette jeune Pelletier n'est pas justement aussi troublée, peut-être même plus encore que vous, par le déshonneur qui a été fait à Lucien. Vous êtes en train de dire que la petite Aliénor serait l'anonymographe?
C'est une possibilité, oui. Ça est en train de vous dire que la petite Aliénor aurait bien des raisons d'être en colère. Face à tout ça, elle se mure dans un certain silence, comme si elle avait besoin d'un moment de réflexion. Et puis, elle pousse un soupir, elle secoue la tête. Je ne sais rien d'Aliénor. Cela fait plusieurs années maintenant que nous ne parlons plus et nous ne sommes plus parlés. Et cela pourrait expliquer que vous n'ayez reçu aucune lettre. Elle n'avait rien à vous reprocher. Oh, quelle sale histoire. Mais pourquoi s'en prendrait-elle à tout le village ? Qui a refusé que votre fils soit sur cette stèle ? De nombreux militaires, de nombreuses familles. Un village. Vous nous avez montré ses affaires, il y a des médailles, il y a des récompenses, il y a sans doute des faits d'armes qui l'honorent. Quelle est cette trahison ? Il avait été accusé d'être mutilé volontaire. Mutilé volontaire ? C'était il y a 3 ans de cela. Et il aurait été dénoncé par ses propres camarades. Ses amis de Sauveterre ? Semble-t-il. Enfin non, je ne sais pas précisément, mais... Quel était son regard sur la guerre ? Sur l'engagement ? Quand il est parti, il était tout enchanté à l'idée d'aller tuer du Boche. Mais quand il est revenu 2 années plus tard, il n'était plus le même garçon. Quels étaient ses rapports avec Rodolphe ? Eh bien, c'est marrant maintenant que vous en parlez, mais... Jadis, ils étaient comme les 2 doigts de la main. Ils veillaient l'un sur l'autre. Mais lorsqu'il est revenu, c'était pendant l'été 1916, ils semblaient s'être disputés tous les deux pour une histoire qui m'échappe. Lorsque j'ai essayé de lui en parler, de lui dire que Rodolphe veillerait toujours sur lui, il l'a traité de gredin, il a dit qu'il ne voulait plus en entendre parler. Oh, excusez-moi, tout ça ce sont de vieilles histoires. J'aimerais que vous me laissiez maintenant. Merci madame d'avoir répondu à nos questions. Oui, merci. Bien, nous allons repartir. Père Mathieu ? Oui. Savez-vous où se trouve le manoir abandonné de la famille Pelletier ? On va demander à Jacques qu'il nous conduise directement au manoir. Très bien, ça me semble la piste à explorer. Après avoir pris quelques rations préparées par Gertrude, que vous aurez gardées dans un sac, dans l'idée de faire la route, parce qu'apparemment il y a une bonne marche à faire pour l'atteindre et qu'il faut même passer à travers certaines forêts qui sont restées encore sauvages, le vieux Jacques acceptera de vous accompagner, préparant même un fusil avec lui, prétextant que parfois des bêtes sauvages se promènent dans les environs. Le vieux Jacques vous parlera un peu de la famille Pelletier et vous dira qu'effectivement elle s'est effondrée au moment de la guerre parce que la plupart des hommes qui sont partis au front sont morts. Et du coup... les hommes Pelletier. Les hommes Pelletier et les femmes qui étaient restées là ont toutes plus ou moins sombré dans la folie. En particulier justement la jeune fille Aliénor qui jadis venait régulièrement à Sauveterre pour rencontrer son amoureux, mais qui depuis a disparu. Et maintenant que vous avancez l'idée qu'elle pourrait être l'anonymographe, ça semble faire sens dans l'esprit du vieux Jacques. Parce que c'est vrai que c'est peu de temps après du coup sa disparition que les lettres ont commencé à pleuvoir sur la cité. Après plusieurs heures de marche, vous arrivez enfin devant le vieux manoir qui, déjà, vous avez eu un avant-goût de la décrépitude lorsque vous avez approché la maison de la vieille dame du pain. Mais là, le manoir Pelletier, c'est encore pire. C'est un vieux château au milieu d'une vigne complètement abandonnée qui, lui, vraiment a tout subi. Non seulement de l'orage, de la pluie, des intempéries, et peut-être même, en regardant certaines tours, un départ de feu qui aurait détruit une partie du bâtiment. Cet endroit respire le malheur. Je pense que moi je vais pas aller plus avant, fait le vieux Jack. Cet endroit, effectivement, transpire une certaine malédiction. Je vais plutôt rester ici et surveiller vos arrières. Merci beaucoup, ça fait du bien de vous savoir là. Bon. J'imagine que nous n'avons pas le choix. Quand il faut y aller. L'habitation est devenue de plus en plus lugubre à mesure que probablement la famille Larieux s'est enrichie et que la famille en question s'est appauvrie. C'était donc eux, un des Rio. Les Pelletiers ont souffert de l'ascension des Larieux. Les Larieux étaient métayers des Pelletiers et puis ils se sont émancipés. Ils les ont abandonnés au moment où ils auraient eu le plus besoin d'eux. Quelle est votre marge de manœuvre ?
Moi, j'attrape mon pendule et un peu de sauge. Hein. Bah, moi, je sors mon pistolet. Ce qui est sûr, c'est que la maison, effectivement, n'inspire rien qui vaille et qu'il faut avoir quand même un certain courage pour oser s'en approcher. Lorsque vous vous en rapprochez le plus possible et que vous tentez de jeter un regard vers l'intérieur, vous constatez que ce qu'il y a d'effrayant à l'extérieur l'est d'autant plus à l'intérieur, par la faible luminosité qui peut pénétrer l'intérieur du bâtiment, révèle des murs complètement recouverts d'étranges symboles et écritures. Chaque pièce étant pleine de débris, de pentacles, de bougies éparpillées un peu partout. Donc c'est pas un manoir abandonné. Ah, bah, en tout cas, s'il ne l'est pas, il a certainement été occupé par toute une bande d'occultistes. Ça me rappelle des objets que j'ai pu voir dans la maison familiale. Exactement. Tout cela te fait écho et fait même écho à une certaine période de ta vie. Mais j'ai des souvenirs obscurs de cette période. Mais Jean aussi, ça pourrait lui dire quelque chose, parce que quand il est venu me récupérer, il a dû voir ça chez moi aussi. Bah, je veux bien, si tu oses entrer dans la maison, que tu fasses un jet d'occultiste. Je vais entrer, Jean. Oui. 29. Excellent. Alors que tu te permets d'entrer à l'intérieur et que tu promènes ton regard et sur les murs et les inscriptions dans des langues incompréhensibles qui y sont écrites et sur les différents pentacles que tu peux trouver d'une pièce à l'autre, où sont arrachés des bouquins, où sont balancés ça et là des morceaux de tissu. Tu comprends que la plupart justement de ces cercles trouvés ça et là dans la maison abandonnée ont été faits là dans le but de communiquer avec des esprits et de communiquer avec les morts. Et peut-être avec les morts proches de la famille Pelletier. Peut-être. Peut-être Lucien. Je peux leur dire d'entrer, à Jean et au Père Mathieu. Ah, tu fais ce que tu veux. En tout cas, tu sais que tu as déjà peut-être dressé de pareils pentacles à certains moments de ta dépression. Pour essayer de parler avec mon défunt mari. Exactement. Et donc je regarde les différents pentacles. Et je comprends ce qui s'est passé ici, c'est que probablement Aliénor aidait d'autres occultistes à tenter de rentrer en contact, peut-être avec Lucien, pour qu'il lui raconte ce qui lui était arrivé. Faute de pouvoir peut-être le faire dans ses lettres. Jean, Père Mathieu, venez voir. Vous rentrez tous les deux. On arrive, ouais. Regardez, ces pentacles sur le sol. Et pourquoi est-ce que ça me rappelle quelque chose encore? Parce que vous les avez vus chez moi. Ce sont ceux qui servent à communiquer avec les défunts. Non, on va pas remettre ça, Charité. Mais je vous assure, tout fait sens. Elle a perdu son fiancé à la guerre. Des hommes de sa famille sont morts. Vous entendez un bruit violent venant de l'étage. Comme si une étagère venait de tomber au sol. Ça me va. C'est du matériel. J'ai une lampe de poche. Alors, si tu me grattes un jet de chance, c'est une lampe de poche. Voilà. J'allume ma vieille lampe de poche des années 20. Et donc, je monte à l'étage, un peu rassuré. Alors, avant de monter par l'étage, il faut que tu trouves un escalier qui t'y conduise. Ah, bah et oui. tu es obligé, justement, de défiler à travers la maison. C'est toi qui prends la tête de l'expédition ? Oui, voilà. Si c'est Aliénor, il ne faut pas lui faire peur. Il faudrait essayer de lui parler. Vous savez ce que je veux dire ? Ne lui tirez pas dessus avant de réfléchir. Évidemment que je vais pas lui tirer dessus. Les autres, vous suivez ? Oui, on bien sûr. suit. Moi, je ferme la marche. Alors toi, tu ne peux pas t'empêcher parfois de faire quelques signes de croix Ah en oui, voyant quand même. tous les symboles Oui, un peu sataniques qui dressent cette maison. Je monte tout en m'inquiétant effectivement de ce que je vois. Le diable est dans la maison et j'en fais mention. Alors que vous passez par ce qui semblait jadis être une bibliothèque, Jean, tu tressautes quand tu vois, en te tournant vers un mur qui jadis devait peut-être être peuplé de livres, tu sursautes lorsque tu y vois une énorme inscription qui a été faite sans doute avec un pinceau de chantier, sur laquelle il est écrit sur un grand mur « L'homme pâle était ici ». Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis censé connaître. Tu peux me faire un jet de mythe? C'est mort, j'ai fait 88. Ouais, non, c'est mort. Ça te dit absolument rien. Vous continuez votre marche? Père Mathieu, est-ce que ça vous dit quelque chose, cet homme pâle? C'est... Comment je pourrais essayer de quelqu'un dans le décrypter, village Ah non, pour toi, ça n'a aucun sens. Pour moi, ça n'a aucun D'accord, sens. c'est ça. Aucun Ouais. sens. D'accord, ça nous parle à personne. Pas sûr que ça fasse allusion à une personne. Du coup, vous continuez votre marche, passez par ce qui semblait être une cuisine. Certains accès du manoir ayant été bloqués par des meubles qui ont dégringolé, parfois par des chutes même de certaines fondations, de certains murs. Vous arrivez quand même par trouver un escalier de service qui devait jadis servir à quelques domestiques, qui vous permet d'atteindre les étages. Et là-haut, Ok. tout
tout est baigné dans une obscurité encore plus effrayante, car tous les rideaux sont fermés et de nombreuses bougies illuminent la pièce ça et là. Des bougies qui fument jusqu'à dégager une fumée qui... Des bougies, de la fumée, une voulez pièce... ouvrir les rideaux? Bah oui, c'est ça en fait, le premier truc c'est... Où est-ce qu'il y a une fenêtre? Est-ce que vous prenez des mesures de défense? Est-ce que Moi, vous je faites quelque chose? tends mon pendule. Est-ce que vous pourrez peut-être jouer avec votre machin là? J'y touche pas, il s'agit tout seul, Jean. C'est... Je Oui, vous ai déjà bien sûr. expliqué, je ne décide pas de faire bouger le pendule. Oui, moi aussi, regardez. Donnez-moi ce Nous truc sommes là. peut-être pas seuls. Bon, en même temps, une fenêtre. Où est-ce qu'il y a des fenêtres ici? Ah, il y en a partout. Bon, ben je les ouvre. En ouvrant brutalement l'une des fenêtres, tu entends un bruit, tu sais, venu de derrière toi, alors que tu venais de passer par cette entrée et tu n'avais senti aucune présence. Mais ce bruit, justement, te glace le sang. Tu te tournes et il s'agit d'un chat. Ce n'est qu'un chat noir, chat. Oui. Qu'est-ce qu'il fout là, ce chat? Déjà, bon, je regarde un peu dans le couloir. Heureusement que c'est nous qui ne derrière le sommes pas chat. rationnels. Il n'y a rien. Y a rien? Mais tu avances petit à petit et à un moment, tu entends une voix un peu distante, Où ça? un peu plus loin. Au fond de la pièce encore? Dans un couloir. à une Ah, dans fréquence un plus couloir. distante. On le suit. Oui. Est-ce que c'est toi, Lucien? Joyeux, Jean. Oui. Ah oui? Ah bon? Ok. Aliénor? C'est toi, Aliénor? Tu me fais un jet d'imposture. 13. Ah, bah super. Lucien. Viens, Lucien, je t'attendais. Est-ce que c'était Aliénor? Je t'ai attendu. Oh, merci. Je suis désolé d'avoir été si long. Et les deux autres, qu'est-ce que vous faites? On le suit, on le suit Ah. en silence. Alors que Tâchant justement, de pas se faire voir. On est un peu contraint. tu te rapproches et sembles atteindre la dernière pièce, tu vois, de ce manoir, là d'où semble venir la petite voix. Tu ouvres doucement la porte avec la voix derrière qui t'invite à rentrer. Et devant toi, tu vois une femme avec les cheveux en bataille, tournée dos face à toi, avec de nombreuses lettres au sol, de très 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 nombreux morceaux de papier répandus un peu partout, certaines étant écrites, certaines étant vierges. Et justement, celle-ci baisse la tête et fait « Lucien, tu es enfin arrivé ?» fait-elle en dressant, tu sais, une main vers toi. La main un peu genre normale ou... Non, bah, elle est toute sale en tout cas. Et alors qu'elle tourne doucement la tête en ta direction, semblant, tu vois, se tourner pour venir te regarder, elle qui jusque-là est encore de dos, Non, ne me regarde pas, la guerre m'a changé, tu sais. et tu constates qu'elle n'a plus d'yeux pour te regarder. Ouf, mon Dieu. Lucien, c'est bien toi? Signe de croix. fait-elle. Aliénor? Elle se lève, tu vois qu'elle titube, tu vois, vêtue d'une simple robe de chambre. Je suis pas dégoûté par le fait de voir ses yeux. T'as vu des choses bien plus horribles. Oui, voilà. Mais- c'est- Moi, je me dis Et qu'elle en a fait, changé ses yeux. J'ouvre les bras en fait, et si elle a l'air de vouloir marcher vers moi, simplement déjà je tends les bras et je joue le jeu en fait. Celle-ci s'avance et vient poser ses mains justement sur toi. Elle semble un peu égarée, elle te regarde perdue, elle fait « Tu n'es pas Lucien ?» Non, je ne suis pas Lucien Aliénor, mais je suis venu pour t'aider justement. Elle recule et tombe directement sur ses fesses et essaye presque de se dégager de ton emprise. Sa voix, qui était jusqu'à présent un peu douce et sensuelle, commence presque à devenir sauvage. « Va-t'en! Sors d'ici !» On peut faire un jeu de psychologie ou ça sert à rien dans ce contexte? Je pense pas que ça sert à quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Père Mathieu, vous pouvez faire quelque chose en tant qu'homme d'église? J'ai beaucoup accompagné les malades pendant la guerre, mais Pas des en malades de état cette sorte. Et si je fais en au- état de démence. Ah, ça, ouais. Ouais. Peut-être que... Elle est dans un état à vous glacer le sang. Et d'ailleurs, tu vois, vous commencez à apercevoir qu'elle semble être en train de chercher quelque chose. Je peux sous faire l'une une des piles intimidation de lettres qui... Oui, bien sûr. Intimidation. Si ça marche pas, moi je peux faire occultisme. Occultisme, Parce qu'elle est occulte aussi. J'ai réussi, 34. 34, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Juste un... Arrête! Putain, stop! Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit, je suis là pour t'aider. Elle a l'air de calmer ses gestes, mais quelque chose justement semble continuer d'animer sa main qui cherche quelque chose sous la pile de paperasse. Et moi je peux, Trouver me, objet caché. je peux me précipiter sur sa main, moi, pour Tu peux, l'empêcher. bien sûr. Moi, je me précipite sur sa main pour l'empêcher de. Oui. Ça va être du combat rapproché. Ah, mais je suis nulle en combat! Corps à corps. Et celle-ci, justement, est en train de s'exclamer. Il m'a dit que vous viendriez. Il m'a dit. Il ne faut pas l'écouter, Aliénor. Arrêtez de l'écouter.
Donc, comme je vois qu'elle est embêtée, je viens l'assister. D'accord. Merci Donc, mon corps à père. corps aussi. Ouais. C'est où moi qu'on me Alors. rapprocher? J'ai rien qu'on me rapprocher. 25%. 69, hein, c'est pas bon. 69. Sur 25. On n'y arrive pas. Oh là là. Attendez, j'ai une arme On y de arrive poing. pas. Effectivement, la fille est une harpie. Et au bout justement d'un moment, elle finit par trouver un poignard. C'est un coupe-papier Je qui lui sort tire dans de la derrière. main. Tu lui tires dans la main. Mais tu as deux personnes devant qui essayent de l'immobiliser. T'es avec ton pistolet à vouloir lui tirer dans la main. Poussez-vous. Alors, on a une catégorie arme de poing. J'ai une arme de poing. Toi, tu n'en as pas. Lui, il en a une. Moi, Moi j'en ai Mais- une. mais À toi, tu en as 20%. une Oui. Non, mais attends, non. Tu sais t'en servir. Moi, Mais j'ai ça mon veut pas dire que pistolet. tu en as une sur toi. Ah bon. Moi j'ai un Poussez-vous. J'ai un couteau suisse. En tout cas, à deux, vous avez quelques facilités pour essayer de. Pour la calmer. De la ralentir. Pour essayer de la contraindre. maintenir. Ben moi, je me jette sur le poignard. Oh. J'essaye de désarmer le poignard. Passons les C'est toi dés. qui as le plus de Passons- points de vie. Passons Moi, j'en ai que léger. 9. Passons léger. Vous êtes trois. On arrive à la maintenir. quand même. Vous arrivez quand même à la maintenir, même si c'est une vraie furie. Malgré le délire, ouais. Tu parviens à la désarmer, tant bien que mal. J'ai attrapé Et le poignard. celle-ci commence à hurler dans tous les sens. Elle balance des cris de dément, elle s'agite. Il va venir. Il va vous tuer. Il faut la sortir du manoir. Portez-la, Jean. Bon, vous êtes en train de du coup la traîner tous les trois et l'amener hors du manoir. Petit à petit, alors que vous passez les pièces, que vous passez d'antichambre à antichambre jusqu'à atteindre l'ultime antichambre vers la sortie, celle-ci commence à se calmer, poussant des soupirs. Enfin, c'est bon, laissez-moi, s'il vous plaît, laissez-moi. Lâchez-moi. Laissez-nous au moins vous amener à l'extérieur, Aliénor. Vous ne pouvez pas rester ici. Cet endroit est mauvais et vous le savez. Parvenez du coup à la mener jusqu'à l'extérieur et vous constatez justement que son visage entier est maculé de sang séché. Il semblerait qu'elle se soit crevée les yeux elle-même et que les choses ont été extrêmement sales, vu que tout son regard, toutes ses orbites sont recouvertes de croûtes dégueulasses. Son odeur est poisseuse. Ses mains sont recouvertes d'encre. Vous avez besoin de soins, Aliénor. Laissez-moi, s'il vous plaît. Qui vous a fait ça? C'est vous qui vous êtes mutilé? Il me l'a demandé. L'homme pâle? Qui est cet homme? C'était le prix à payer. Elle demande à ce que vous la lâchiez. Laissez-moi. Elle s'écarte, doucement. Laissez-moi. Et là, à ce moment-là, vous entendez un pan venir au loin et vous voyez sa tête exploser en face de vous. Le petit Jacques. Non, La mère Larieux. non, c'est le sergent-chef Pichard. Ne bougez pas, ordonne-t-il en vous désignant avec son arme. Vous, jetez votre arme. De toute façon, moi je me mets à lui crier dessus. Tu lui cries dessus? Je lui hurle dessus que c'est un monstre et qu'il a tiré sur. Ta gueule! Ta gueule! Ordonne-t-il en te pointant avec son arme. Moi je réponds toujours parce que je commence à devenir un peu hystérique. Et moi, pendant Il y a des choses bien plus dangereuses que vous dans ce manoir. Détective, dites-lui de fermer sa gueule! C'est trop tard. On sait déjà tout, en fait. Vous l'avez tué. Mais vous croyez quoi? Comment on est arrivé là? On est au courant de tout. Et on n'est pas les seuls. Baratin. Baratin. Oh putain, Baratin. Je suis nul. Je sais pas, Baratin. Ah si. Ben, moi, je l'accompagne sur le baratin. J'ai un bon baratin. Ah oui. Ah ouais, 65%. C'est marrant. Help. Donc, 26. Ça marche sur 60. 5. D'accord, qu'est-ce que tu lui dis du coup? Ben, je lui explique que c'est trop tard, que tout le monde a compris qui était l'anonymographe et qu'il est temps désormais de poser son arme et de On est au courant de se pour rendre. Lucien, on est au courant pour Rodolphe et qu'il n'y a plus rien à faire, quoi. Celui-ci commence à s'énerver davantage, mais même commence à trembler avec la main. Fermez-la tous! Fermez-la tous! Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour Sauveterre, d'accord? Je n'ai pas eu le choix! Je n'ai rien fait, c'était un accident! C'était un putain d'accident, je vous jure! Je vous avais dit de partir, pourquoi vous m'avez pas écouté? Mais parce qu'on est de Bordeaux. Au bout d'un moment, face à vos arguments et face au fait que le regard que vous lui balancez semble puissant, ajouté à votre baratin, celui-ci commence à retourner son arme contre lui. Non. Non, ne faites pas ça, pas de mort, pas encore. Il n'est Personne ne mérite de mourir. Il n'est pas trop tard pour vous. Pour vous racheter. Là, ça va Sauveterre. être de la persuasion. Sauveterre a besoin de vous. Persuasion. Ouais, persuasion aussi, il a réussi. J'ai 20%. Donc, moi, j'ai 50%. Ah, moi j'ai fait 50. Combien? Non, 93. Je pardon. pense qu'il va se suicider. 80. Ah. Effectivement, le sergent-chef retourne son arme contre lui et s'explose la caboche. Et il tombe au sol. Quand vous vous rapprochez justement de Pichard pour voir son corps, vous voyez qu'une lettre dépasse de son uniforme. On attrape la lettre. Misérable cocu. Sinistre incapable. Vous croyez tenir ce village que mon verbe domine, mais les choses échappent encore à votre contrôle. Ceci est mon dernier avertissement.
Reprenez les choses en main ou tout le monde saura ce que vous avez fait. Non, Il faut aller voir les autres gendarmes là. Là, de toute façon, il faut appeler la Il faut aller gendarmerie. vite voir les autres gendarmes et appeler la gendarmerie. Quoi qu'il en soit, vous parvenez à retrouver... On a mis déjà 2 heures pour venir. Oui, vous parvenez à... Et Jacques, pendant tout ce temps. à retrouver le vieux Jacques qui lui avait été assommé dans un coin. Ah, voilà. Vous récupérez sans doute les corps. Non, avec l'aide de Jacques, je laisse l'être frêle à côté. Avec l'aide de Jacques, je récupère les corps. Et du coup, vous rentrez vers Sauveterre et vous allez directement à la gendarmerie où vous racontez ce qui s'est passé. C'est ainsi, après une journée éreintante, que Jean Croissant et Charité Petit, accompagnés du père Mathieu et du vieux Jack, rentrèrent à Sauveterre de Guyenne avec les corps du sergent-chef Pichard et d'Aliénor Pelletier. Malgré les réponses qu'ils apportèrent aux gendarmes, puis aux habitants du Sauveterrois sur les circonstances du suicide de Pichard et de la mort de la démente fille Pelletier, de nombreuses questions restèrent en suspens autour de cette sinistre affaire. Qui amenait les lettres pour Aliénor ? D'où tirait-elle ces informations ? Et quel lien unissait l'anonymographe au sergent-chef Pichard ? Des énigmes qui continuèrent de hanter les habitants de Sauveterre de Guyenne pendant une saison, jusqu'à ce que, le temps passant, ils finirent par oublier les lettres et les tourments qui les accompagnaient. Nos protagonistes, quant à eux, n'oublièrent jamais, et c'est le cœur lourd, habité par un murmure malaisant, en proie au doute et à l'incertitude, qu'ils se séparèrent sur le quai de la gare, regagnant Bordeaux pour les uns et l'église de Notre-Dame pour l'autre, à jamais marquée par les pleurs des disparus. Quelle étrange sensation que de triompher d'une enquête, mais de sentir malgré tout que le pire reste encore à venir.